Bonsoir à tous. L'atelier de la langue française a le plaisir de recevoir ce soir Jean-Pierre Luminet. Quelle tâche ardue de vous le présenter, tant ses activités sont nombreuses et son œuvre éclectique. Jean-Pierre Luminet, vous êtes d'abord scientifique, et plus précisément astrophysicien, spécialiste des trous noirs, directeur de recherche au CNRS, membre du laboratoire d'astrophysique de Marseille. Vos travaux vous ont valu de recevoir le prix européen de la communication scientifique en 2007, le prix UNESCO Kalinga de vulgarisation scientifique 2021, en même temps que la médaille Albert Einstein de l'UNESCO. Fait encore plus original s'il y en avait besoin, un astéroïde porte votre nom. Faut-il que votre rapport au temps ait été modifié par vos recherches sur l'espace-temps, mais le fait est que votre fascination pour l'astronomie vous a poussé à devenir également écrivain, poète et même artiste. Ce sont toutes ces cordes sur l'arc d'un seul homme qui nous ont poussés à vous inviter ce soir. J'aimerais vous dire que j'ai lu l'intégralité de votre œuvre. Je me suis malheureusement contentée des histoires extraordinaires et insolites d'astronomes, publiées chez Buchet-Chastel, des Nuits étoilées de Vincent Van Gogh aux éditions Segers, et des Trous noirs en 100 questions, publiés chez Talendier, qui nous permettront pendant cette soirée d'en apprendre un peu plus sur la mécanique céleste. Bonsoir Jean-Pierre Luminet. Bonsoir, je vous remercie d'être venus nombreuses et nombreux dans ce très bel endroit que je découvre avec grand plaisir. Et je remercie évidemment l'organisation. Avec le micro, ça serait mieux. Ne cache pas le micro. Oui. J'ai appuyé ici. Un, deux. Alors, avant d'entrer plus précisément dans vos ouvrages... Je vais répéter mes remerciements. Oui, ça marche mieux cette fois-ci. Je réitère mes remerciements d'être venus nombreux. Ah, voilà. Ça réverbère, hein, ça fait tout de suite une voix très différente qui remplit la salle. D'être venus donc nombreux et nombreux, et je remercie l'organisation de m'avoir donné cette opportunité de parler de mes nombreuses passions. Vous avez dit, je suis d'abord astrophysicien. C'est le d'abord qui m'interpelle. D'abord scientifique. Donc, vous avez dit, vous étiez d'abord un scientifique. Oui, est-ce que c'est un d'abord? Alors, j'ai dit d'abord, mais vous pouvez le modifier si vous voulez. Je voulais insister sur le fait que votre métier... Non, parce que je disais était ça parce que je n'avais pas astrophysicien. eu de vocation adolescente pour devenir astrophysicien ou chercheur. Je vivais en Provence, vous entendez mon accent quand même, hein. Je suis né à Cavaillon. Voilà. Je vivais à la campagne et je m'intéressais à presque tout. Le ciel, bien sûr, mais pas seulement. La littérature, la poésie, la peinture, la musique déjà. Et je n'ai jamais, effectivement, laissé de côté toutes ces choses qui me passionnaient. Donc je n'ai pas d'abord été, je ne suis pas d'abord un scientifique, mais c'est vrai que, bon, après, l'essentiel de ma vie, c'est une vie de chercheur, Et à alors, côté de ma vie d'écrivain. concrètement, sur ce métier d'astrophysicien, comment définir le métier d'astrophysicien concrètement? Qu'est-ce que c'est? L'astrophysique, c'est bon, une branche de ce qu'on va appeler les sciences de l'univers. C'est pas tout à fait la même chose qu'être astronome. Quand on dit je suis astronome, ça implique généralement que l'on observe le ciel, qu'on fait des observations. Bon, évidemment, le temps des observations à l'œil ou avec une petite lunette, le temps est passé. Les professionnels, les astronomes professionnels utilisent les gigantesques télescopes qui sont au Chili, à Hawaï, ou encore plus les télescopes qui sont dans l'espace. Donc évidemment, on n'a pas l'œil collé derrière un oculaire, mais en tout cas, donc, ces astronomes-là font réellement des observations. Moi, j'ai un esprit assez abstrait, puisqu'en fait, dans mes intérêts de jeunesse, il y avait les mathématiques pures et la géométrie, avec lesquelles j'étais très à l'aise, avant de m'intéresser au ciel. Donc j'ai un esprit assez abstrait. Lorsque j'ai voulu devenir chercheur, que je suis monté à l'Observatoire de Paris, où j'ai exercé pendant plus de 35 ans. En fait, j'ai fait l'essentiel de ma vie de chercheur, c'est passé à l'Observatoire de Paris. J'ai fait simplement une semaine d'observation, pas très loin d'ici, c'est un observatoire de Saint-Michel-de-Provence, hein, voilà, pour bien me persuader que c'était pas mon truc, les observations astronomiques. Voilà. Moi, ce que je fais, c'est j'écris, je pense l'univers, je rêve l'univers. On a un outil extraordinaire qui sont les mathématiques, la géométrie. On a des théories physiques extraordinaires.
la théorie d'Einstein, la relativité générale, la physique quantique. Avec ça, on jongle avec des équations et on imagine des phénomènes de l'univers qui ne sont pas nécessairement justement directement observables. C'est ça qui m'a toujours intéressé dans mon travail de chercheur. Et c'est pour ça que je me suis d'abord intéressé rapidement aux trous noirs, qui par définition ne sont pas directement observables, même si les choses ont beaucoup changé. Alors je ne sais pas si on a le temps d'en parler, mais je pense que ce serait pas mal d'en parler, puisqu'on a devant nous plus d'une heure et demie. Alors, je ne sais pas comment vous voulez interagir, parce que je vous dis, si vous appuyez sur le bouton, je me mets à parler, je ne m'arrête plus pendant une heure et demie. Donc, si vous le préférez structurer. Alors, peut-être qu'on pourrait commencer avec le premier ouvrage, celui qui a motivé notre invitation, qui est Histoire extraordinaire et insolite d'astronome. Et les trous noirs pour la fin, le meilleur pour la fin, peut-être, je ne sais pas. Si ça vous va, évidemment. Concernant Histoire extraordinaire et insolite d'astronome, c'est un ouvrage original dans la mesure où il ne parle pas directement de l'espace en tant que tel, mais de petites anecdotes sur les grandes figures de l'astronomie. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire ce livre? Ben justement, des histoires extraordinaires qui sont arrivées à des astronomes. Je mets en exergue une phrase que la princesse Scheherazade aurait adressée au sultan Shahriar la 849e nuit, en lui expliquant que les aventures qui arrivent aux savants et les astronomes en particulier ne sont pas les aventures de tout le monde et qu'ils ne suivent pas les usages de tout le monde. Alors ça m'a toujours effectivement interpellé. Un petit mot, pourquoi donc là, on est dans la littérature, on n'est pas dans l'essai de vulgarisation scientifique. Je peux préciser que, pour l'instant, j'ai dû publier près d'une quarantaine d'ouvrages. Ce n'est pas le nombre qui compte, bien entendu. Et il y a un peu plus, la moitié à peu près, qui sont des livres, des essais de culture. Je préfère utiliser le mot de culture scientifique, d'ailleurs, plutôt que vulgarisation scientifique. Il y a 8 œuvres de fiction dont je serai amené à parler, donc 7 romans et ce recueil de nouvelles, et il y a une dizaine de recueils de poèmes. Voilà. Donc mon intérêt pour la littérature date de mon enfance. Pour l'écriture, ça date de mon adolescence. J'ai écrit, je me souviens que j'avais 18-19 ans, à l'époque du bac, un peu après, j'ai écrit 3 petits romans que je n'ai jamais publiés, ils étaient absolument impubliables, bien entendu. Et je suis venu après au roman, beaucoup plus tard, sur sollicitation d'un éditeur à qui je racontais des histoires que j'avais mis dans des tiroirs, parce que j'avais lu, à travers mes lectures, des histoires extraordinaires qui étaient arrivées à des astronomes, certains connus, d'autres moins connus. Et c'est comme ça que j'ai écrit mon premier roman, en 1998, je l'ai publié, ça s'appelait Le Rendez-vous de Vénus. J'étais parti, en fait, d'une histoire authentique qui se passait au siècle des Lumières, où des astronomes de tous les pays étaient partis aux 4 coins de la planète pour observer un phénomène astronomique assez rare, qui est le passage de la planète Vénus devant le disque du Soleil. Alors, que signifiait cet événement? Pour les astronomes, c'était très important parce que ça permettait pour la première fois de mesurer la distance de la Terre au Soleil que l'on ne connaissait pas. Donc, c'était un enjeu scientifique très important. Ce qui était fascinant, c'est qu'il fallait observer ce phénomène astronomique en tous les coins du globe, de la planète, même si ça passe rond, ça n'a pas de coin, mais enfin, c'est une expression, on parle des coins de la planète. Hein. Et donc, il fallait faire de grandes expéditions. Et donc, j'avais lu beaucoup des ouvrages historiques là-dessus, et certains astronomes ont été embarqués dans des aventures absolument incroyables, dépassant de loin les simples enjeux astronomiques. Et c'est ces histoires-là que j'avais racontées au cours d'un déjeuner avec un conseiller éditorial. Il m'a dit, il faut écrire un roman. Voilà. Et donc, ça a été mon premier roman. Et par la suite, l'éditeur m'a dit, vous n'aurez pas un deuxième sujet? Je dis, oui, j'ai un deuxième sujet dans un tiroir. Là. Et ça s'appelait Le bâton d'Euclide. Et c'était toute l'histoire, en fait, de la naissance de la science à l'époque de la bibliothèque d'Alexandrie. Une histoire qui dure 1000 ans. On commence 300 avant Jésus-Christ, la fondation, et ça se termine 600 après, à la supposée destruction de la bibliothèque. Et ça permettait de mettre en scène les grands savants, astronomes et mathématiciens de l'Antiquité, Euclide, Aristarque de Samos, Ératosthène, Ptolémée, etc. etc. Voilà. Après, l'éditeur m'a dit, tu n'aurais pas quelque chose de plus? Oui. Alors après, donc, il m'a proposé d'écrire une série de 4, qu'on a appelé Les Bâtisseurs du ciel, et dans laquelle je raconte donc les vies
et l'œuvre, mais de façon romanesque, très documentée, parce que ces ouvrages-là me demandent des années de lecture et de documentation. Après, il faut arriver à s'extraire de la documentation pour arriver à écrire une œuvre, effectivement, sous forme romanesque, sous forme de nouvelle. Donc, ça a été Copernic, le secret de Copernic, ça a été le trésor de Tycho Brahe, et de Kepler, non, pardon, le trésor de Kepler, qui mettait en scène Tycho Brahe et Kepler. Après, c'était l'œil de Galilée, et après, la perruque de Newton. Voilà, donc ça faisait 6. Après, j'ai voulu me reposer un peu, puis mon éditeur ne m'a pas lâché. Il m'a dit, est-ce qu'il y aurait encore quelque chose à faire? Voilà, je suis revenu, excusez-moi, mais je vais venir à ça. Hein. Après, je suis revenu, il y a eu une période, j'avais fait un grand saut entre la fin de l'Antiquité et Copernic. Il y avait quand même 1500 ans qui s'étaient passés. Entre les deux, il y a eu quand même l'épisode de l'astronomie dite arabo-musulmane, absolument magnifique. Et j'ai écrit donc un livre qui s'appelle L'astronome de Samarcande. Alors, à nouveau, des histoires authentiques où c'était le prince Ulugh Beg, qui était né d'ailleurs le 22 mars, donc on a fêté son anniversaire hier, qui dirigeait Samarcande et qui préférait les étoiles à la politique. Et il l'a payé très cher de sa vie, donc c'est cette histoire que je raconte. Voilà. Et puis quelques années ont passé, et et mon éditeur, qui a changé donc de maison éditoriale, qui est passé des éditions Jean-Claude Lattès à Bûcher-Chastel, il s'appelle Laurent Lafont, m'a dit est-ce que tu as d'autres histoires? Oui, j'en ai au moins une dizaine d'autres, mais je ne vais pas écrire 10 autres romans. C'est trop de travail. Je vais faire des nouvelles. En plus, c'est une forme que j'aime beaucoup, la nouvelle, la forme littéraire. C'est bon, on n'écrit pas une vie complète, ce genre de choses. On sélectionne un épisode, et puis bon, la formule de la nouvelle, ça demande à être concis également, et donc ça m'a séduit. D'où le recueil, effectivement, ces histoires insolites d'astronomes que j'ai choisi. Ça commence au XVe siècle avec Regiomontanus, et ça se termine à la fin du XIXe siècle. 9 nouvelles sur des personnages moins connus que Copernic, Kepler, Galilée, Newton. Mais il y a quand même Camille Flammarion là-dedans, qui est connu. Il n'a pas apporté évidemment les mêmes contributions essentielles à la science que ses grands prédécesseurs. Comme vous le savez, ça a été un très grand vulgarisateur de l'astronomie. Et comme il a été contemporain de Van Gogh, d'ailleurs, ça fera un lien avec, avec l'ouvrage sur Van Gogh. Et donc, ces 9 nouvelles qui constituent Histoire extraordinaire et insolite d'astronome permettent aussi de revoir l'histoire de l'astronomie. Et vous parlez notamment d'une époque où l'espace était considéré comme un mécanisme parfait qui était constitué de cercles et de sphères. Est-ce que vous pouvez nous expliquer cette conception du monde? Oui, oui, vous avez dit très justement que ces histoires permettent aussi en filigrane, évidemment, de retisser le fil de la pensée des savants. J'aime bien le terme de savant plutôt que scientifique. Hein. Ça fait un terme un peu désuet, mais j'aime bien ce terme. La façon dont ils ont pensé le cosmos. Parfois avec la pensée pure, et parfois aussi avec des instruments, ce genre de choses. Voilà. Et donc, en fait, qu'est-ce qu'il y a derrière ce projet, ce vaste projet, parce que ça commence à faire beaucoup, effectivement, 8 ouvrages de fiction romanesque, mais semi-biographique. Je l'explique dans la préface des Bâtisseurs du ciel, c'est instruire en divertissant. C'est ce que disait Alexandre Dumas pour l'histoire, raconter l'histoire de France en roman. Eh bien, on peut raconter l'histoire des idées, ce que l'on se fait sur l'univers, également en roman. Et donc on instruit en divertissant, sous des formes plus agréables que la biographie. Évidemment, pour écrire ces livres-là, moi j'ai absorbé toutes les biographies sérieuses de tous les historiens des sciences qui écrivent ça. Après, pour divertir et instruire. Ça. Alors oui, dans la première, vous faites allusion à la première nouvelle, Regiomontanus, puisque là on est à une époque pré-copernicienne, oui. Et on vit encore avec une vision du monde héritée de l'Antiquité grecque, on appelle ça le système de Ptolémée, où la Terre est censée être immobile au centre de l'univers et tout tourne autour de la Terre selon des sphères ou des cercles qui sont emboîtés les uns dans les autres. Et il faudra beaucoup de travail, même si des grands savants de l'Antiquité avaient mis en doute cette hypothèse-là, comme je la raconte dans le bâton d'Euclide, on les a oubliés, et il faudra attendre Copernic pour effectivement changer le système du monde, mettre le Soleil
et non pas la Terre au centre, donc faire tourner la Terre autour du Soleil et la faire tourner sur elle-même comme les autres planètes, et se débarrasser progressivement des cercles. Ce n'est pas Copernic qui se débarrasse des cercles d'ailleurs, c'est Kepler, qui est d'ailleurs mon savant préféré. Je lui ai consacré deux ouvrages, qui a eu l'idée géniale que les trajectoires des planètes autour du Soleil ne sont pas des cercles comme on le croyait, ou des combinaisons de cercles, mais des ellipses. Voilà. Donc là, la première nouvelle parle de quelqu'un dont vous n'avez probablement jamais entendu parler, s'appelait Regiomontanus. C'est un siècle avant Copernic. C'était quand même l'astronome le plus célèbre de son temps. Il n'a pas osé mettre à bas le vieux système, le système antique de Ptolémée, mais un petit peu, ce sont les prémices. Voilà. Mais c'est surtout l'histoire que je voulais raconter avec Regiomontanus. C'est sa mort qui reste un petit peu énigmatique. Il est mort au cours d'une épidémie de peste à Rome. Et certains attribuent sa mort en fait à un empoisonnement, parce qu'il s'était violemment fâché avec les fils d'un érudit qui avait fait une traduction de l'Almageste de Ptolémée. L'Almageste de Ptolémée, c'était l'ouvrage absolument capital de l'astronomie sur lequel reposait tout le savoir antique. Et il avait fait une traduction en latin du texte grec que Regiomontanus avait trouvé épouvantable. Et il l'avait dit haut et fort. Voilà. Et les fils de ce traducteur, qui s'appelait Trébizonde, n'avaient pas supporté ça. Et donc, une des hypothèses que j'ai adoptées pour le roman, c'est qu'il l'a empoisonné, en fait, en faisant passer ça pour une mort due à l'épidémie de peste. Mais ça a permis effectivement aussi de rappeler brièvement au filigrane quel était l'état justement des connaissances astronomiques de cette époque-là. Et aujourd'hui, concernant la forme de l'univers, vous dites qu'il est chiffonné. Qu'est-ce que vous entendez par là? Oula, alors on fait un grand saut. On reviendra aux Oui. histoires extraordinaires juste après. Oui, alors le terme, je ne sais pas si vous connaissez le terme qui peut vous surprendre, le terme d'univers chiffonné, c'est un terme que j'ai proposé, c'était quand? Dans les années 90. Ça, c'est au cours de mes recherches. Voilà. Dans ma vie de chercheur, il y a les trous noirs dont je parlerai un peu plus, qui m'ont accompagné tout au long de ma vie. Puis après, il y a la discipline reine, qui s'appelle la cosmologie. C'est la plus ambitieuse. Ça a le projet fou de tenter de décrire l'univers dans son ensemble, avec les grandes questions. Est-ce que l'espace est fini ou infini? Est-ce que le temps est éternel ou pas? Y a-t-il eu un Big Bang, un avant-Big Bang? Tout ce genre de grandes questions. Pendant très longtemps, la cosmologie existe. Depuis que l'homme pense l'univers, on a des systèmes cosmologiques qui viennent de Platon, etc., et qui ont évolué au cours. Aujourd'hui, le système cosmologique repose sur une théorie, qui est la théorie d'Einstein, la relativité générale, et puis après sur des observations astronomiques que, évidemment, les Grecs n'avaient pas. Et donc, aujourd'hui, on a des modèles cosmologiques qui sont fondés essentiellement sur l'idée que notre univers est en expansion à partir d'une configuration initiale encore mal comprise que l'on appelle le Big Bang. Et donc après, on a des modèles, on résout les équations, on compare avec les observations pour définir les paramètres qui régissent l'évolution de l'univers. La chose capitale dans cette affaire-là, par rapport à toutes les conceptions anciennes, pré-relativistes de l'univers, c'est qu'on est dans un univers qui a une histoire. Avant, on considérait que l'univers, il était statique, qu'il ne changeait pas, peut-être qu'il était éternel, et qu'il n'évoluait pas au cours du temps. C'est fait partie des plus grandes découvertes scientifiques du XXe siècle, toutes les sciences confondues, c'est que l'univers, il a une histoire, il n'existe pas depuis toujours, en tout cas tel qu'on l'observe aujourd'hui. Quand je dis il n'existe pas, ça veut dire que les étoiles, les galaxies qui constituent l'univers aujourd'hui se sont formées à certaines époques du passé. Et non, on ne remonte pas indéfiniment. Et donc il y a ce fameux Big Bang qui est un petit peu la limite actuelle de notre plongée dans le passé de l'univers, qui remonte à environ 14 milliards d'années, 13,8 pour être plus précis, et à partir de cet événement encore singulier, mal compris, on a quand même réussi à dévider le fil des événements qui ont
fabriqué l'univers tel que nous le connaissons aujourd'hui. En quelques fractions, le milliardième de seconde, les premières particules élémentaires. Après, au bout de 380 000 ans, l'émergence de la lumière dans l'univers, le fiat lux cosmologique. Après, la formation des atomes, et puis les premières étoiles au bout de 100 millions d'années, les premières galaxies au bout de 300 millions d'années, et ainsi de suite. Et puis après, bon, les planètes qui se forment, et puis peut-être la vie qui apparaît, au moins sur Terre. Alors, la grande question, c'est ce que la vie apparaît ailleurs dans l'univers. On en parle beaucoup en ce moment. La question n'est absolument pas résolue. Et tout ça, il faut dévider tout le fil de l'histoire cosmique avec cet univers qui se dilate, qui se refroidit progressivement, mais qui forme des structures qui sont les planètes, les étoiles, les galaxies, et ainsi de suite. Et les structures vivantes sont évidemment les structures les plus complexes, qui pour l'instant ne sont connues évidemment que sur Terre. Pour en revenir, si vous avez appuyé sur le bouton, pour en revenir à l'univers chiffonné. Il y a 30 ans, au début des années 90, après les travaux que j'avais faits sur les trous noirs, sur lesquels je reviendrai, de par ma formation en mathématiques, ce qui n'est pas le cas de la plupart de mes collègues astrophysiciens et cosmologistes, moi j'ai vraiment une formation de mathématiques pures que j'ai faite à l'Université de Marseille, hein, et notamment de la géométrie. J'ai une passion pour la géométrie. Et puis donc j'avais continué à suivre les travaux des purs mathématiciens tout au long du XXe siècle. Et je me suis aperçu qu'il y avait une branche relativement récente de la géométrie qui s'appelle la topologie, qui s'intéresse à la forme des espaces, toutes les formes possibles des espaces, qui avait été négligée par les chercheurs en cosmologie. Et donc, je trouvais que c'était dommage qu'on avait une vision trop simpliste. Par exemple, on disait, ben, l'univers, il n'a pas de courbure, il est plat, il est infini. Je dis, mais non, la géométrie nous dit que l'univers peut être, par exemple, sans courbure, mais ne pas être nécessairement infini. Il peut être replié sur lui-même, et ainsi de suite. Après, des choses beaucoup plus compliquées, avec la courbure positive et négative, etc. Donc, j'ai initié toute une série de travaux. J'ai pris quelques collaborateurs, donc le meilleur spécialiste mondial, un Américain de cette discipline qui s'appelle la topologie, pour faire de la topologie cosmique cette fois-ci, c'est-à-dire faire des modèles élaborer, proposer des modèles mathématiquement très compliqués sur la forme de notre univers, que j'ai appelé les modèles d'univers chiffonné, pour signifier nous pourrions parfaitement vivre dans un univers, un espace-temps, dont la partie spatiale a une forme très différente des formes usuelles qui sont les plus simples. Et notamment des formes chiffonnées, c'est une métaphore évidemment, ce serait un univers replié, avec une forme complexe, repliée sur elle-même, qui, à l'instar, c'est une métaphore, par exemple, d'une salle entièrement tapissée de miroirs, qui va démultiplier les images, eh bien la forme même de l'univers, qui n'est évidemment pas tapissée de miroirs, démultiplierait les images des galaxies lointaines et nous plongerait dans une sorte d'illusion cosmique extraordinaire qui nous ferait croire que l'univers est plus grand que ce qu'il est en réalité. Alors ça peut paraître surprenant, ce sont des modèles d'univers finis qui n'ont pas de limite. Ça peut aussi paraître perturbant pour l'esprit visuel. En général, on pense que tout ce qui est fini, ça a un bord. Eh bien non, en géométrie, en topologie, on peut construire des modèles mathématiques parfaitement cohérents, de finis sans bord, sans limite. Et donc voilà, ces univers chiffonnés, ce sont des univers finis sans bord qui sont repliés sur eux-mêmes et qui créent des illusions d'optique. Donc c'est ça les univers chiffonnés que j'ai proposés dans les années 90 par une série d'articles que 10 personnes lisaient dans le monde. Et puis en 2003, il y a eu des observations très profondes qui ont commencé à donner un support observationnel possible à ces théories très mathématiques que les cosmologistes de l'époque considéraient d'un œil un petit peu étonné et très sceptique. Et à partir de là, le sujet a explosé. On a publié un article dans la plus célèbre revue qui s'appelle Nature, la revue britannique, avec la une, la couverture de la revue. Et c'était en 2003, où on proposait un modèle chiffonné particulier, un espace sphérique dodécaédrique de points carrés. Ça paraît très compliqué. Voilà. Et à partir de là, des dizaines de chercheurs se sont mis à travailler sur ce sujet. Donc ça a été une très belle aventure qui n'est pas terminée, parce qu'on ne sait toujours pas si l'univers est chiffonné ou pas. Je voudrais qu'on parle aussi de la découverte des planètes, dont vous parlez à plusieurs reprises dans Histoire extraordinaire et insolite d'Astronome. Vous dites qu'on aurait considéré d'abord qu'il n'y en avait que 6, puis 7, puis Urbain Le Verrier a découvert Neptune, la 8e. Comment est-ce qu'on découvre une planète ?
Alors, vous savez que dans l'Antiquité, le terme planète, en grec, planété, ça veut dire astre errant. Donc, ça veut dire que lorsqu'on regardait le ciel, qu'est-ce qu'on constatait? On constatait qu'il y avait des étoiles, qu'on appelait les étoiles fixes. Pourquoi? Parce elles occupent toujours la même configuration, et donc on pouvait les mettre dans des constellations. Alors, évidemment, elles semblent tourner autour de la Terre. En fait, c'est la Terre qui tourne sur elle-même. Dans l'Antiquité, on pensait que les étoiles tournaient, mais elles avaient toujours les mêmes configurations. Et sur ce fond des étoiles fixes, il y avait 7 astres errants, qu'on appelait donc planètes. Il y avait les 5 planètes d'aujourd'hui visibles à l'œil nu. Vous les connaissez, hein? Mercure, Vénus, la Terre en fait partie, Mars, Jupiter, Saturne. On en rajoute la Lune et le Soleil, parce que le Soleil bouge par rapport aux étoiles. Tandis que le Soleil est quand même comme une planète brillante, mais une planète. Voilà. Donc ce sont les planètes de l'Antiquité. Après, bon, bien plus tard, on a commencé à faire une différence. La Lune, on a compris que c'était le satellite de la Terre. Et puis après, avec Copernic, on a dit, en fait, il y a des planètes qui tournent autour du Soleil. Donc le Soleil, c'est une étoile, c'est pas une planète. Même si on ignorait encore la vraie nature du Soleil, c'est pour ça qu'il faudrait attendre la fin du 19e siècle pour comprendre que le Soleil, c'est une énorme boule de gaz chaud. Alors que les planètes, elles ne sont pas chaudes. Elles n'émettent pas de lumière. Elles réfléchissent la lumière du Soleil. Donc, pour en revenir à votre question, au-delà des planètes visibles, des 5 planètes, maintenant on oublie la Lune et le Soleil, on parle des 5 planètes de l'Antiquité visibles à l'œil nu. Après, l'avènement du télescope a permis la découverte de planètes supplémentaires. La première, ça a été Uranus, découverte au XVIIIe siècle par Herschel. Et puis ensuite, il y a cette chose extraordinaire, je raconte, l'une de mes nouvelles est consacrée en partie à cela, c'est la découverte de la planète qui sera baptisée Neptune. Elle a été découverte par le calcul. Et ça montre la magie justement des théories. Entre-temps, il y avait Newton qui avait proposé la loi de la gravitation universelle, qui semblait une loi parfaite pour décrire les trajectoires, expliquer la nature des trajectoires planétaires que Kepler avait imaginé et calculé d'après les observations sans pouvoir donner d'explication physico-mathématique. Newton donne une explication possible, la force de l'attraction universelle, etc. Il explique donc les mouvements naturels des planètes, ce sont des ellipses. Bon, d'accord. On découvre Uranus. Uranus tourne autour du Soleil avec une ellipse. Et puis les astronomes remarquent qu'il y a des anomalies dans l'orbite d'Uranus, c'est-à-dire que l'ellipse est légèrement déformée. Et c'est là où un astronome français qui s'appelle Joseph Urbain Le Verrier, un caractère très spécial, comme je le raconte, c'est absolument insupportable. C'est un génie, mais absolument insupportable, invivable et imbuvable. Mais enfin bon, on raconte cet aspect-là. Il a une idée de génie, il se dit en fait, il doit y avoir une planète plus loin que l'on ne voit pas et qui perturbe l'orbite d'Uranus. Il calcule ça. Et il écrit, une fois qu'il a fait le calcul, il écrit à un collègue qui est un astronome allemand, qui travaille à Berlin, qui a un télescope adéquat. Il lui dit, cher collègue, tel jour à telle heure, regardez dans telle direction du ciel, si mes calculs sont justes, vous découvrez une planète. Et boum, c'est ça. Donc ça illustre quand même la magie de ces calculs théoriques qui permettent d'anticiper et de prédire des observations. Donc ça, c'est l'exploit de Le Verrier. Mais ce que je raconte surtout dans l'une de ses nouvelles, c'est que Le Verrier, il a voulu récidiver. Il a voulu récidiver parce que, en observant la planète Mercure, qui est la planète la plus proche du Soleil, les astronomes découvrent aussi, donc là on est dans les années 1850, les astronomes découvrent aussi que l'orbite de Mercure elle présente une certaine anomalie. L'axe de l'ellipse tourne au cours du temps, etc. Alors on essaie d'expliquer ça, tout un ensemble de choses. Et Le Verrier dit, il doit y avoir une planète que l'on ne voit pas, qui est entre Mercure et le Soleil. Et il l'appelle Vulcain. Voilà. Et le problème, c'est que je raconte une nouvelle, et il se laisse abuser par un astronome amateur. Il avait tellement envie que cette idée marche, alors qu'il avait été tellement rigoureux dans le calcul de la planète Neptune, là, il perd toute rigueur
et il va écouter un astronome amateur qui est un médecin passionné de province, passionné par l'astronomie, mais bon, il a des instruments, il n'a même pas de carnet d'observation, etc. Et cet homme qui s'appelle Lescarbot, il dit, j'ai vu quelque chose passer devant le disque du Soleil, ça doit être Vulcain. Voilà. Et Le Verrier croit dur comme fer, sans vérifier que c'est possible. Et tout le restant de sa vie, il va effectivement essayer de faire passer cette idée de Vulcain, qui s'avérera complètement fausse, puisqu'en fait l'explication des anomalies de la planète Mercure sera donnée plus tard par toute autre chose, par la théorie d'Einstein, la relativité générale, la courbure de l'espace-temps. Voilà. Donc c'est l'histoire que je raconte, entre autres, puisque après l'histoire, puis après on quittera le livre pour passer à autre chose. Il y a le jeune Camille Flammarion, qui est un contemporain de Le Verrier. Donc Le Verrier, il est devenu directeur de l'Observatoire de Paris, l'institution la plus importante à l'époque, malheureusement c'est plus comme ça. Mais enfin bon. Et il exerçait une véritable tyrannie sur tout le monde. Voilà. Et il engage le jeune Camille Flammarion, 18-19 ans, pour faire des calculs, des observations, ce genre de choses, etc. Bon, très bien, il fallait vraiment obéir à Le Verrier. Et puis le jeune Camille Flammarion, il s'intéressait à plein de choses. Et notamment, il s'intéressait à l'hypothèse de la pluralité des mondes habités, c'est-à-dire la possibilité qu'il existe d'autres formes de vie dans l'univers. Il écrit un petit livre qui s'appelle La pluralité des mondes habités. Il a 18-19 ans. Un éditeur tombe sur ce manuscrit-là, il ne pensait pas le publier. Un éditeur tombe là-dessus, mais il faut absolument publier ça va passionner. Alors d'accord, il publie ça. Et c'est un succès phénoménal. Et quand Camille Flammarion se représente devant Urbain Le Verrier, il lui dit « Mais c'est quoi cette histoire? Je ne suis pas là pour engager des poètes, mais des scientifiques qui vont faire des calculs. » Et Camille Flammarion est viré de l'Observatoire de Paris. Voilà. Et donc il va continuer à exercer son métier d'astronome grâce justement à son livre qui connaît un succès planétaire. Il va avoir des mécènes. Et les mécènes, notamment l'empereur du Brésil, vont lui offrir un domaine à Juvisy, ça existe toujours, ça s'appelle l'Observatoire de Juvisy, c'est l'observatoire de Camille Flammarion. Après, je raconte peut-être la nouvelle la plus surprenante dans cette affaire, très brièvement. Hein. Ça s'appelle La peau de Camille Flammarion. En tant que grand vulgarisateur de l'époque, avec un certain charisme également, il avait énormément d'admirateurs et évidemment beaucoup d'admiratrices. Hein. Et lors d'une de ces conférences, sans doute, etc., il rencontre une jeune femme d'origine polonaise, aristocrate, qui est mariée avec un aristocrate, là, qui lui déclare effectivement, non pas sa flamme, mais son intérêt pour ce qu'elle écrit. Il s'intéresse aussi à la parapsychologie, les maisons hantées, les fantômes, à la vie extraterrestre, enfin, plein de choses. Hein. Et alors, on ne sait pas exactement ce qui s'est passé entre eux, sinon au cours d'une promenade dans un jardin où elle l'a invité, il lui dit qu'il admire ses belles épaules nues. Et la comtesse lui répond, un jour je vous les donnerai. Bon, alors, on ne sait pas plus que ça. Et 2-3 ans après, en fait, la jeune femme, elle était gravement malade. Elle savait qu'elle n'avait plus beaucoup de temps à vivre. Et quelque temps après, Camille Flammarion reçoit un paquet par la poste, une lettre du médecin qui avait assisté à la fin de la comtesse, avec qui il avait pu garder un contact particulier, et qui lui dit d'être accompagné d'un petit paquet. Et dans ce paquet, il y avait la peau des épaules de la comtesse qui lui faisait don pour relier un livre, un de ses livres. Alors ça vous paraît scabreux, mais figurez-vous que c'était un usage à l'époque. Ça avait commencé à la Révolution française, où certains avaient dit qu'on pouvait relier des livres en peau humaine. Et c'était toute une technique que certains relieurs avaient développée. Alors au début de la Révolution française, on ne demandait pas forcément leur avis, parce que c'était souvent des condamnés, des guillotinés. Puis après, il y en a qui se sont dit, mais je veux, comme forme de testament, que ma peau soit utilisée pour relier tel ou tel livre. C'était le cas, donc, effectivement, de cette comtesse qui avait offert sa peau. Et le livre il est toujours présent dans la bibliothèque de Camille Flammarion, à l'Observatoire de Juvisy.
Donc voilà un petit peu ces histoires qui sont parfaitement authentiques et ces histoires surprenantes qui évidemment dépassent de loin, enfin ça c'est le côté humain de ces histoires-là, et qui dépassent de loin le travail scientifique de Camille Flammarion, qui croyait dur comme verre qu'il y avait des martiens. Alors justement, je pensais vous poser cette question plus tard, mais puisque vous parlez de la pluralité des mondes habités de Camille Flammarion, est-ce que vous-même, en tant qu'astrophysicien, que pensez-vous de la possibilité d'une vie extraterrestre? Alors c'est un sujet qui est particulièrement vivace en ce moment, parce qu'il y a 2 livres qui viennent de paraître quasiment simultanément, 2 livres écrits par 2 collègues, que j'ai très bien connus, et qui disent exactement les choses opposées. Et qui, pourtant, ce sont des livres qui argumentent à leur façon, avec des arguments scientifiques. Voilà. Donc il y en a un qui est une personne qui s'appelle Nathalie Cabrol, avec un ouvrage, j'ai oublié le titre, mais qui a un succès extraordinaire, parce qu'elle le dit, ce que beaucoup de gens ont envie de croire, c'est que la vie est partout dans l'univers, avec un argument qui vaut ce qu'il vaut, qui selon moi ne vaut pas grand-chose d'ailleurs sur le plan scientifique, mais c'est quand même étayé par d'autres choses, c'est un argument statistique. Nous savons aujourd'hui, vous ne le savez peut-être pas, mais je vous le dis, hein, dans une galaxie donnée, on considère qu'il y a de l'ordre de 1000 milliards d'étoiles, donc 1000 milliards de planètes. Et dans l'ensemble de l'univers, il y a 1000 milliards de galaxies. Donc ça fait 1 million de milliards de planètes. Donc l'argument statistique, il dit sur ce nombre phénoménal, c'est totalement invraisemblable et improbable que la vie ne soit apparue que sur Terre. Sauf qu'en fait, l'argument ne tient pas vraiment la route, parce que tant qu'on ne peut pas calculer une vraie probabilité, parce qu'on ne connaît pas tous les termes qu'il faut pour arriver à l'émergence de la vie. La vie sur Terre, elle est apparue, on le sait, hein, tout ça, mais suite à une succession d'événements fortuits, et dont l'accumulation peut rendre la chose extraordinairement improbable. Donc le débat, il est là. Et en parallèle, un autre de mes amis, qui s'appelle Jean-Pierre Bebring, publie un livre tout aussi bien argumenté, peut-être même mieux argumenté, qui s'appelle « Seul dans l'univers ». Il y a presque personne n'en parle parce que les médias n'ont pas envie de cette idée, de mettre en avant cette idée qui est peut-être un petit peu, qui peut paraître désabusée. Après, ça dépend hein, de la façon dont on voit. Mais bon, la grande solitude du terrien face à un univers. Alors, a priori, ça paraît effectivement étonnant de dire qu'il y a milliards de galaxies, 6 millions de milliards de planètes, toutes stériles, etc. Ça paraît, mais simplement, la question n'est pas du tout tranchée. Alors, pour ma part, j'aimerais vraiment, mais ce n'est qu'un vœu pieux, qu'il y ait effectivement de la vie dans l'univers. Et l'idéal, évidemment, ce serait de découvrir un jour quelque chose, ne serait-ce que déjà des traces de vie fossile. C'est l'objectif des missions martiennes, actuellement, c'est ça. On pense que dans le passé martien, il y a peut-être, il y a eu peut-être effectivement des formes de vie très primitives, hein, à l'époque où la vie est apparue sur Terre, il y a 3,8 milliards d'années, sous forme de bactéries. La jeune Mars ressemblait à la jeune Terre avec des conditions à peu près analogues. Et si on s'en tient aux choses basiques que sont le carbone, l'eau et l'énergie, ça se trouve partout. Si ça suffit à faire émerger la vie, c'est-à-dire des bactéries, ben, il doit y en avoir un petit peu partout. Et donc ça a pu apparaître sur Mars. Après, Mars est devenu froid pour différentes raisons. Et donc la vie, si elle s'est développée, enfin, n'a pas pu se développer beaucoup. Et donc aujourd'hui, les missions martiennes tentent de rechercher dans des secteurs préétablis des traces peut-être de vie fossile martienne. Voilà. Il suffirait de trouver une preuve incontestable d'une bactérie fossile martienne pour pouvoir affirmer la pluralité des mondes. Parce que pour la vie, c'est soit un ou soit un nombre gigantesque. C'est pas deux. Un, c'est la Terre au minimum. Si on trouve quelque chose ailleurs, ça veut dire que la cuisine de la chimie, la physico-chimique marche pour fabriquer la vie ailleurs, et que donc si on en trouve sur Mars, ça veut dire qu'il y en a un petit peu partout. Mais pour l'instant, on n'en sait strictement rien. Personne ne peut dire si les recherches sur Mars aboutiront. Et on commence à s'intéresser à des formes de vie ailleurs, notamment sur ce qu'on appelle les exoplanètes, c'est-à-dire les planètes qui gravitent autour d'autres étoiles que le Soleil. Mais évidemment, on ne peut pas s'y rendre. Et puis il ne faut pas oublier aussi que les formes de vie naturelles, à 95%, c'est les bactéries, c'est des formes de vie primitives. D'ailleurs, la
vie même sur Terre, qui date de 3,8 milliards d'années, pendant l'essentiel de son histoire, elle est restée sous forme de bactéries. Après, il y a eu tout un ensemble de contingences, de phénomènes purement terrestres qui ont permis la diversification du vivant pour aboutir aux éléphants, aux violettes, à nous, ce genre de choses. Il est très peu probable qu'ailleurs dans l'univers, la vie, si elle est apparue, est empruntée le même chemin que sur Terre. Donc, si la vie est apparue dans l'univers, en toute probabilité, au moins à 95%, si on peut donner une probabilité, c'est de la bactérie. Et donc, on ne va pas communiquer avec les bactéries. Et les premières exoplanètes sont beaucoup trop loin pour que nous puissions nous y rendre. C'est l'une des raisons pour lesquelles, dans les années 70, des astronomes ont espéré qu'il puisse y avoir des formes de vie, cette fois-ci beaucoup plus évoluées que la bactérie, et des civilisations avancées avec lesquelles nous pourrions communiquer. Et vous avez sans doute entendu parler de ces programmes d'analyse de signaux radio venant du ciel, avec l'hypothèse que parmi ces signaux radio, il pourrait y avoir quelques signaux artificiels qui signifieraient qu'une civilisation extraterrestre est en train de communiquer avec nous. Et malheureusement, pour l'instant, ce n'est pas le cas. Alors, on ne peut pas parler de l'espace sans se poser aussi à un moment la question de Dieu, qui est assez présent dans ces histoires extraordinaires, parce qu'on sent l'influence de la foi des savants sur leurs recherches. Dieu peut-il être un alibi quand le savant n'a pas encore toutes les réponses? Pour ça, oui, c'est une question évidemment très sensible. Pour certains, oui. Par exemple, je me souviens d'une phrase que je trouve assez profonde, alors qu'on n'en adhère pas forcément, de Maurice Maeterlinck, poète, librettiste de Pélias et Lysande également, et puis il a écrit sur la vie des abeilles et la vie des fourmis. Il a écrit « Dieu masque et déguise somptueusement ce que nous ignorons ». Dieu masque et déguise somptueusement ce que nous ignorons. Donc il avait noté cette tendance de l'esprit humain, à partir du moment où on ne comprend pas tout, heureusement que nous ne comprenons pas tout, aux frontières de l'ignorance, qu'est-ce qu'on place? On peut y placer Dieu. C'est l'écho de... Voilà. Alors après, mélanger la religion et la science, j'ai écrit d'ailleurs un livre là-dessus, quand j'ai écrit l'histoire de la genèse de l'idée de Big Bang, dont le principal artisan s'appelait Georges Lemaître, qui était à la fois un homme d'église et un homme de science, mais qui n'a jamais fait de confusion entre les deux. C'est pas facile de ne pas mélanger les choses. Et la communauté est partagée. Voilà. Vous avez certains scientifiques qui voient dans l'organisation des lois de l'univers une intelligence supérieure. Après, vous avez évidemment des scientifiques qui sont complètement matérialistes ou athées, et on ne sait pas où mettre évidemment le curseur. Mais pour l'esprit humain, je ne pense pas, à titre personnel, que ce n'est pas une bonne chose de mélanger les deux. C'est-à-dire, l'hypothèse de Dieu ne peut pas être prouvée par la science. Ça voudrait dire que Dieu serait la solution d'une équation. Donc, on montrerait qu'elle est fausse ou pas. Voilà. Et inversement, la science ne peut pas non plus nier l'existence possible d'un Dieu parce que c'est en dehors de son champ. Et finalement, il y a une phrase, une anecdote, enfin, qui est tout à fait authentique, qui illustre un petit peu cette séparation, à mon avis, on doit faire entre la science et la religion, c'est-à-dire entre la science et la foi, plus précisément. C'est Laplace, le marquis de Laplace, qui était le Newton français, donc le plus grand savant de son temps, fin du XVIIIe siècle, début du XIXe siècle. Il écrit un traité magistral qui s'appelle L'exposition du système du monde. Donc il rassemble là toutes les connaissances de son temps. Absolument, un ouvrage absolument magistral. Voilà. Et il le fait lire à Napoléon Bonaparte, qui, comme vous le savez, était assez passionné par les sciences. Et Napoléon lit le livre, c'était en 1801, et il convoque Laplace pour le remercier, et il lui pose la question, oui, mais c'est de Laplace, et Dieu dans tout ça? Et Dieu dans tout ça? Et Laplace lui répond, mais sire, je n'ai pas eu besoin de cette hypothèse. Je n'ai pas eu besoin de cette hypothèse. On ne mélange pas. Je n'ai pas exclu, mais ça ne fait pas partie du champ de la science. Je voudrais à présent qu'on passe à votre dernier ouvrage, Les Nuits étoilées de Vincent van Gogh, dans lequel vous étudiez 7 toiles du peintre.
cette toile d'Arles et de Saint-Rémy de Provence. D'abord, première question, comment un astrophysicien en vient-il à s'intéresser à Van Gogh? Je ne vois pas d'incompatibilité, parce que comme je dis, avant d'être astrophysicien, je suis d'abord musicien, artiste, ce genre de choses. Voilà. Donc, bon, d'abord, en tant que provençal, les tableaux simplement des nuits étoilées que Van Gogh a peintes dans le sud, de Arles, de Saint-Rémy-de-Provence et enfin deux autres, on ne peut être que sensible à ça. Mais c'est vrai que... Alors, donc ce livre, c'est le fruit d'une quête et d'une enquête que j'ai commencé il y a 30 ans. Au début des années, évidemment, je connaissais les nuits étoilées de Van Gogh, mais je ne m'étais pas posé particulièrement de questions, mis à part l'admiration de ces tableaux extraordinaires avec ces cieux chargés d'étoiles incroyablement grosses, des spirales dans le ciel. Hein. Au début des années 90, en fouillant dans une librairie, je découvre un petit livre écrit par un critique d'art américain qui, pour la première fois, essayait d'aborder un lien possible entre essentiellement la nuit étoilée la plus connue, c'est Saint-Rémy de Provence, et une certaine réalité astronomique. Et en lisant la correspondance de Van Gogh à son frère, il avait lu que le 19 juin, Van Gogh mentionnait à son frère qu'il avait une nuit étoilée parmi les tableaux qu'il avait en cours. Et ce critique d'art américain a eu l'idée de dire, il a dit donc, il pensait que Van Gogh devait faire un tableau par jour, alors qu'en fait, on montrera plus tard que si on compte effectivement le nombre de tableaux et le nombre de jours, ça fait un tableau par jour. Mais en fait, Van Gogh avait plusieurs tableaux en cours. Hein. Voilà, donc, il ne faisait pas un tableau par jour. Mais bon, donc il pensait qu'il avait fait ce tableau le 19 juin. Et il demande à un planétarium américain de faire une reconstitution du ciel le 19 juin 1888 pour voir si ça correspondait à la position des astres. Ça correspondait plus ou moins. Et donc il a dit, ben voilà, Van Gogh a peint d'après nature, donc il y a le croissant de lune, je me rappelle, il n'y a pas d'image, mais vous le mémorisez. L'astre très brillant au-dessus de l'horizon, c'est Vénus, la planète Vénus, donc on est un peu avant l'aube, il y a l'aube blanchâtre au-dessus des collines des Alpilles, et puis au milieu, caché derrière la main de Marpia, voilà, il y a le petit village provençal que l'on pense être Saint-Rémy de Provence. Alors c'est un ciel très chargé, avec des astres énormes, mais bon, alors moi je lis ce livre, donc je lis cet ouvrage, je trouve ça intéressant, mais je suis un peu dubitatif, parce que le 19 juin, par exemple, la Lune n'était pas en fin croissant. C'était plutôt une forme de ballon de rugby. Et puis Vénus n'était pas tout à fait aussi bas sur l'horizon. Et les étoiles qui sont là n'étaient pas tout à fait là. Et donc j'ai pris moi-même, je refais le travail avec des logiciels de reconstitution astronomique qui permettent effectivement de se positionner dans le temps et dans un lieu donné. Et on regarde l'état du ciel à un moment donné. Voilà. Et j'avais constaté qu'en fait, Van Gogh avait commencé son tableau avant, a esquissé son tableau avant, et finalement, par une série de reconstitutions, j'avais trouvé qu'en fait, il avait commencé à positionner les astres le 28 mai 1888 à 4h40 du matin, à 5 minutes près, parce qu'après, la configuration change assez rapidement. Donc j'avais publié cette histoire-là, donc on avait pas mal parlé à l'époque, et ainsi de suite. Puis j'avais laissé reposer cette histoire. L'un des intérêts de cette affaire-là, c'est que, si on revient sur la vie de Van Gogh que vous connaissez, Van Gogh a débarqué donc en Provence au mois de février 1888. D'abord, il s'installe à Arles. Dès qu'il arrive en Provence, il découvre la beauté du ciel provençal. Il est émerveillé de voir autant d'étoiles qu'il ne voyait pas évidemment dans les Flandres, dans le Brabant ou dans les pays du Nord. Et il avait une vision colorée extraordinaire du ciel. Van Gogh avait une vision de richesse, de couleurs dans la vie. Et donc il écrit tout de suite des lettres enflammées à son frère Théo, à sa sœur, etc., où il dit « Je vois les couleurs des étoiles », et il fait donc un catalogue de couleurs invraisemblable. Nous, quand on regarde le ciel, même par des nuits très claires, on voit quoi? Un peu de jaune, un peu de bleu, un peu de rouge, certaines étoiles, pas plus. Lui, il décrit des couleurs incroyables, des myosotis, des lilas, enfin, d'une richesse de couleurs absolument incroyable. Et il dit « Je voudrais peindre le ciel ». Bon, très beau projet, sauf que c'est un défi artistique extraordinaire. Très peu de personnes
avant lui, ont voulu peindre le ciel tel qu'il était réellement, mais Van Gogh avait un souci de réalisme. Il voulait peindre le ciel tel qu'il le voyait. Et il va procrastiner pendant plusieurs mois. Et donc, en fait, il ne va passer à l'acte qu'au mois de septembre 1888. Alors là, je reprends mon enquête. Donc une fois que j'avais fait ce premier travail sur la nuit étoilée de Saint-Rémy de Provence, qui remonte donc à 1889, je suis revenu sur ce sujet-là en m'intéressant aux autres nuits étoilées. Donc la première, c'est la terrasse de café à Arles. Donc on peut toujours aller place du Forum à Arles. Le café est toujours là. Il a été rebaptisé Café Van Gogh. Il y a un petit coin de ciel que vous voyez entre les bâtiments. Alors au moins c'est un endroit qui n'a pas du tout changé. Donc vraiment, on a encore exactement la même découpe de bâtiments. Et je me suis interrogé, dans la découpe, le petit coin de ciel bleu que l'on voit, il y a des étoiles. Est-ce qu'il les a peintes d'après nature? Van Gogh l'écrit dans sa correspondance. Il écrit à sa sœur, je veux peindre la nuit, je veux peindre le ciel. Voilà. Et donc, j'ai fait une reconstitution. Et je me suis aperçu qu'au mois de septembre 1888, à Arles, exactement cette direction, il y a la constellation du Verseau, qui a exactement cette configuration. Donc là, il a reproduit très fidèlement ce qu'il a vu. Voilà. Alors ensuite, un mois plus tard, il passe à une nuit encore plus étoilée, c'est la nuit étoilée au-dessus du Rhône. Et là, il y a la constellation de la Grande Ourse que l'on reconnaît immédiatement, avec les 7 étoiles, les fameuses 7 étoiles du chariot que vous voyez. Voilà. Alors, ce qui est fascinant, donc, il y a le paysage terrestre et le paysage terrestre. Il y a le paysage terrestre, hein, avec Arles, les clochers, les églises, les réverbères qui se reflètent dans le Rhône, puis vous avez le ciel étoilé. Et puis on se rend compte, et ça, l'idée m'avait été donnée par un correspondant photographe qui avait été à Arles. Moi, à l'époque, j'étais à Paris, je faisais de la reconstitution à distance. En fait, le paysage que vous voyez là, c'est un paysage vraiment, le paysage réel qui n'a pas heureusement changé. On reconnaît les clochers des églises. Ils sont là. Et on peut se dire, on peut savoir exactement où Van Gogh s'est mis. Donc, il suffit d'aller à Arles. Il y a un endroit particulier, la place Lamartine. On sait exactement où il a mis le chevalet. On regarde Arles, le paysage terrestre, c'est exactement ça. Extrêmement. Maintenant, le ciel, on dit c'est peut-être ça. Mais non, parce que le paysage terrestre, il est vu en direction du sud-ouest, et la Grande Ourse, c'est au nord. Donc la Grande Ourse n'était pas dessus, du tout au-dessus du paysage terrestre. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait un montage. Il a pris la partie du ciel qui l'intéressait vers le nord, et il l'a mis sur la partie terrestre qui l'intéressait. Donc il a commencé à faire un montage. Et c'est là où je me suis dit, mais est-ce que finalement, on mesure que Van Gogh a évolué, est-ce qu'il a fait de plus en plus ce genre de montage? Il a commencé avec la terrasse de café, il n'a pas changé, c'est justement ça. Ah oui, là, déjà, il commence à faire une superposition. Dans quel but? Pour des raisons purement esthétiques, pour des raisons d'équilibre. Hein, voilà. Et c'est comme ça que je suis revenu des années plus tard, c'est pour ça que l'enquête a duré si longtemps, je suis revenu sur la nuit étoilée de Saint-Rémy de Provence, en comprenant qu'il a fait encore un montage plus extraordinaire. Entre les deux, c'est évidemment passé l'épisode capital de la dispute avec Gauguin. Vous savez que donc Van Gogh fait venir Gauguin à Arles, parce qu'il espère fonder un atelier. Donc Gauguin arrive au mois d'octobre 1888, et ils passent 2 mois ensemble, qui sont 2 mois de disputes, mais essentiellement de disputes d'ordre esthétique, parce que Van Gogh dit « je veux peindre d'après nature » et Gauguin lui dit « il vaut mieux peindre d'imagination ». Donc ils n'arrêtent pas de se disputer sur ces critères-là. Et c'est à l'issue, effectivement, d'une violente dispute, quasiment la veille de Noël, 1888, qu'il y a le fameux épisode où, effectivement, Van Gogh perd à une crise de démence et il menace Gauguin d'un couteau qui s'en va et il est rentré chez lui, Van Gogh se coupe l'oreille. Voilà, comme vous savez, il offre au bout de l'oreille à une prostituée, et puis après, il est prostré, on le découvre le lendemain, sanguinolent, et ce genre de choses. Donc je dis, voilà, première crise de démence. Est-ce qu'à partir de là, Van Gogh devient fou? Ça, c'est un petit peu la légende populaire que Van Gogh devient fou. Mais non, Van Gogh, donc il va passer effectivement quelques mois un petit peu à l'hôpital. Après, les habitants d'Arles ne veulent plus entendre parler de lui parce qu'il leur fait peur, et Van Gogh accepte d'aller à l'asile Saint-Paul de Mosole. Un asile, effectivement, où il est accueilli, volontaire, pour y être soigné. Et donc c'est là où il va passer 2 ans à Saint-Rémy-de-Provence, et là où il peindra sa nuit étoilée. Et effectivement, beaucoup ont pensé que le ciel de Saint-Rémy-de-Provence
a priori, ne ressemble pas à un ciel réel. On se dit que peut-être c'est la démence de Van Gogh qui lui commence à faire un ciel démesuré, des astres énormes, des tourbillons dans le ciel. Eh bien non, la reconstitution montre qu'il n'avait pas du tout perdu ce souci de réalité, de réalisme. Les positions des astres sont correctes. Simplement, c'est les tailles qui sont devenues énormes. D'ailleurs, lui-même, culpabilisé un petit peu, alors que ce sont des chefs-d'œuvre absolus, il écrira plus tard à un de ses amis peintres, qui s'appelle Émile Bernard, « Je me suis encore laissé aller à faire des étoiles trop grosses ». Alors qu'évidemment, ça fait partie de ces chefs-d'œuvre extraordinaires du tableau. Donc voilà, donc j'ai poursuivi mon enquête et montré que finalement, Van Gogh avait peint le ciel, avait commencé à positionner le ciel à partir de sa chambre à la fin du mois de mai 1888, à une époque où il était encore interné et il n'avait pas le droit de sortir. Son médecin, donc sa chambre était orientée vers l'est, et donc vers l'est, on voit effectivement le lever du soleil, donc de Vénus. Il a commencé à positionner. Ensuite, 2 semaines plus tard, il a le droit de sortir de l'asile et il commence à aller dans le champ. Il écrit dans sa correspondance. Le paysage des Alpilles que vous voyez là n'est pas dans les collines au fond, ce sont des Alpilles. Hein. Elles ne sont pas dans la même direction. Donc il est descendu. En allant sur place, parce que depuis je suis revenu, je quittais la région parisienne, je me suis installé, j'habite aujourd'hui un petit village qui s'appelle Le Nov, qui est à 12 km de Saint-Rémy, donc je me suis rendu plusieurs fois sur place. Vous trouvez exactement l'endroit où Van Gogh s'est mis pour voir ce paysage, dans une autre direction. Après, encore, il y a le village. Ben, Saint-Rémy-de-Provence, il est au nord, encore dans une 3e direction différente. Et est-ce que c'est vraiment Saint-Rémy-de-Provence? Ben, en analysant la totalité de la correspondance, l'admiration que Van Gogh éprouvait pour des maîtres hollandais du XVIIIe siècle, on trouve des villages hollandais, de Van Ruysdael par exemple, que Van Gogh admirait énormément, qui sont exactement quasiment la copie conforme, enfin le village de Van Gogh, c'est quasiment la copie conforme de ce village hollandais. Donc il a fait une synthèse, parce qu'en plus c'est une époque où il commençait à avoir la nostalgie de son pays natal, il a fait une synthèse entre le petit village de Saint-Rémy, que l'on voit vraiment de très très loin, et puis ces villages hollandais avec ces clochers pointus qui tendent vers le ciel, et ainsi de suite. Donc un montage extraordinaire. Et puis dans ce montage-là, il y a le symbole très fort du cyprès, qui interviendra dans d'autres de ses peintures, le cyprès qui représente le symbole, le lien entre la terre et le ciel, entre le fini et l'infini, entre la vie et la mort, et tout un ensemble de symboles extrêmement puissants. Donc voilà cette composition extraordinaire de Van Gogh. Et c'est vraiment récemment, en 2019, que je me suis intéressé encore à un tableau moins connu, mais qui est peut-être le plus extravagant sur le plan de la construction. Ça s'appelle Route de campagne avec étoiles et cyprès. Alors il y a un cyprès qui partage le tableau en deux. Alors lui, il est au milieu, hein, il partage là. Et puis on a 3 astres dans le ciel. Il y a le croissant de lune, oui c'est celui-là. Hein. Le croissant de lune, un astre qui ressemble également à Vénus, c'est la même chose. Et puis un astre un peu moins brillant, toujours au-dessus de l'horizon. Et on pense que c'est la planète Mercure. Parce qu'on sait qu'il a peint ce tableau au mois d'avril 1890, et que le 10 avril 1890, il y avait une conjonction astronomique exceptionnelle entre un croissant de lune, Vénus et Mercure. Ça n'arrive pas si souvent que ça. Van Gogh était informé, il a vu ça. Donc on se dit, est-ce qu'il l'a reproduit? Oui, il l'a reproduit, mais pour des raisons esthétiques, il a changé l'ordre des choses. Quand on regarde bien, le croissant de lune n'est pas orienté du bon côté. Et donc il a fait un montage extraordinaire sans jamais l'expliquer. Donc moi j'ai fait un détricotage, une déconstruction à l'envers à partir du tableau et montrer qu'en fait le tableau partagé en 2 parties par le cyprès, il y a une partie qu'il a déplacée de la gauche à la droite, et puis l'autre partie, donc il a inversé, et l'autre partie en miroir, toujours pour trouver des questions d'équilibre entre Vénus, la Lune, etc. Donc une composition extraordinaire dont il n'a jamais donné la clé, et je pense avoir trouvé effectivement cette clé. Voilà. Et montrer ce génie extraordinaire de Van Gogh, qui, comme vous le savez, était totalement incompris de son vivant, et son frère même, qui essayait désespérément effectivement de vendre ses toiles, lui disait, mais écoute, continue à faire les iris, les tournesols, ça peut marcher, mais vraiment, tes petits villages... Des petits villages nocturnes, là, bon, ça ne marche pas très bien. Et Van Gogh, qui était d'une humilité extraordinaire, disait, oui, tu as peut-être raison, et c'est là où il dit, oui, je me laisse aller à faire des étoiles trop grosses. Et il faudra des décennies pour se rendre compte que finalement, ce sont ces tableaux-là qui sont la partie la plus originale et la plus avant-gardiste de l'œuvre de Van Gogh, qui après influencera tellement la peinture. Voilà un petit peu. Voilà, à propos de Van Gogh, vous conseillez d'ailleurs un film d'animation qui s'appelle La Passion Van Gogh. Oui. Est-ce que vous voulez nous en parler?
Bon, il existe plusieurs films sur Van Gogh. Il y a le fameux film hollywoodien. Et puis après, il y a le film de Piala, avec Jacques Dutronc qui joue le rôle de Van Gogh. Voilà. Récemment, j'en ai vu un autre dont le titre m'échappe. Mais là, effectivement, je mentionne un film très peu connu, donc c'est pour ça que je le mentionne, qui est une sorte de. Alors, c'est une enquête sur la mort énigmatique de Van Gogh. Je pense que Van Gogh s'est suicidé, mais c'est pas évident. Il y a une autre thèse assez troublante, selon laquelle, en fait, ce serait un accident avec des adolescents qui auraient tiré par mégarde sur Van Gogh, mais Van Gogh n'aurait pas voulu accabler ces adolescents et il serait mort sans rien dire. Voilà. Donc c'est une enquête là-dessus. L'originalité de cette enquête, c'est qu'en fait, toute part de peinture de Van Gogh mise en animation, les personnages, ce genre de choses. Donc c'est esthétiquement absolument étonnant. Plus donc effectivement ce mystère sur la mort de Van Gogh. Je mets simplement les références de ce film-là, peu connu. Je reviens sur le travail de recherche que vous avez fait. Vous avez mentionné que vous aviez utilisé des logiciels de reconstitution du ciel, de logiciels Stellarium et Voyager, je ne sais pas comment on prononce. Comment fonctionnent ces logiciels et est-ce que n'importe quel néophyte pourrait y avoir accès? Absolument. Oui, oui. C'est un logiciel que l'on peut télécharger gratuitement sur Internet. Enfin, il y en a plusieurs. Celui que j'ai utilisé, j'ai changé le logiciel le plus récent. Il s'appelle Stellarium. Donc vous allez sur un moteur de recherche, vous tapez Stellarium avec 2 L, comme ça, et vous avez la proposition de télécharger gratuitement le logiciel. Après, il faut un petit manuel d'emploi, mais c'est pas trop compliqué. Voilà. Ça veut dire que dans ce logiciel, vous spécifiez un lieu d'observation, nom, un village d'une ville, des coordonnées, latitude, longitude, extrêmement précis, etc. Mètre près, si vous voulez. Après, vous spécifiez une date, vous voulez, vous remontez dans le passé, de plusieurs siècles en arrière. Le ciel est relativement immuable, il dérive un petit peu, mais il est relativement immuable. Et vous choisissez une direction. Et vous voyez effectivement l'état du ciel à une époque donnée, ce qui permet effectivement de faire ces reconstitutions. Alors ça ne s'arrête pas à Van Gogh. Dans un passé plus lointain, sur mes nombreux ouvrages, j'ai écrit à la fin des années 90 un grand livre sur les éclipses. Il y a eu une grande éclipse visible en France en 1999, donc à cette occasion, un éditeur m'avait demandé d'écrire un petit peu l'histoire générale des éclipses. Et avec les éclipses, ce sont aussi des phénomènes astronomiques qui se calculent, évidemment, avec ce qu'on appelle des éphémérides, des sortes de calendriers astronomiques, où on peut savoir. On peut les prédire dans le futur, mais également remonter dans le passé, puisque dans le passé, on a des témoignages, des comptes rendus historiques, des comptes rendus scientifiques, mais aussi, on a aussi des comptes rendus littéraires, des comptes rendus poétiques. Et on peut utiliser ces logiciels pour vérifier l'exactitude de certains récits qui remontent à l'Antiquité. Il y a des éclipses un petit peu mythiques qui sont racontées dans des ouvrages de l'Antiquité, qui racontent par exemple que ce qu'on appelle l'éclipse de Thalès en 500 avant Jésus-Christ aurait interrompu la guerre entre les Perses et les Mèdes, par exemple. Donc on est intrigué par ça. Est-ce qu'il y a eu une éclipse en Anatolie, là où la bataille se passait, à cette époque-là? Le logiciel permet de reconstituer ça et de dire oui, il y a eu effectivement une éclipse, mais pourtant le logiciel indique que l'éclipse, elle ne passait pas tout à fait en Anatolie, elle était un petit peu décalée. Alors, qui a raison? Est-ce que c'est le logiciel ou est-ce que c'est le compte rendu historique? Pour cet exemple précis, on a montré que c'était le logiciel qui avait un petit défaut. Il n'avait pas tenu compte de la variation de la vitesse de rotation de la Terre. Donc l'éclipse avait bien eu lieu à l'endroit décrit par les textes littéraires, et ça a permis de corriger le logiciel et de mettre des contraintes sur la variation de la vitesse de rotation de la Terre. Oui, c'est une utilisation extraordinaire que l'on peut faire avec les logiciels en les comparant après avec des textes littéraires et poétiques. Alors, je ne peux pas vous laisser partir sans parler aussi d'astronomie pure et simple. Enfin, et simple pour vous, sans doute. Je voudrais parler notamment des trous noirs dont vous êtes spécialiste. Nous avons tous en tête les 2 images de trous noirs qui ont été dévoilées au grand public en 2019 et en 2022. Est-ce que, d'abord, ces images sont des photographies des trous noirs? Alors, si vous ne l'avez pas en tête, regardez ce petit badge, là, ce petit pins.
Ça, c'est la première image télescopique d'un trou noir qui a été prise donc en 2019. Et le PINS m'a été offert par l'université de Harvard. Parce qu'en fait, toute l'histoire, bon, mais les trous noirs m'ont accompagné toute ma vie de chercheur et j'ai eu la chance d'apporter quelques contributions. Alors je rappelle bon, rapidement cette histoire-là. On est à la fin des années 1970. Je commence mes travaux donc de chercheur à l'Observatoire de Paris en m'intéressant entre autres à ces objets encore mystérieux que sont les trous noirs, ces gouffres, des distorsions extrêmes de l'espace-temps qui sont censés engloutir la matière, la lumière sans espoir de retour. Donc par définition, ce sont des astres invisibles qui n'émettent pas de lumière, qui n'émettent pas d'énergie. Et donc leur crédibilité n'était pas évidente à cette époque-là. Mais théoriquement, c'était une conséquence incontournable de la théorie d'Einstein. Et comme moi, j'étais dans cette optique-là, je trouvais que c'était des objets intéressants. Ça ne veut pas dire que j'y croyais, hein, mais enfin, je trouvais que c'est intéressant à étudier. Et débarquant à l'Observatoire de Paris-Meudon, essentiellement entouré d'astronomes, je voyais bien le scepticisme de la communauté, enfin plus en France d'ailleurs qu'aux États-Unis et en Grande-Bretagne, envers les trous noirs. Personne ne travaillait sur les trous noirs, s'intéressait aux trous noirs en France. Voilà. Et un petit peu par provocation et par défi, je me suis dit, ben, en fait, je vais calculer à l'ordinateur à quoi ressemblerait un trou noir. Alors, le trou noir tout seul, le nul, c'est une sphère noire. Donc, noir sur noir, on ne voit rien. Ce qui est intéressant, c'est d'imaginer le trou noir entouré de matière lumineuse. Et le trou noir va déformer l'espace dans son environnement, selon les règles de la relativité générale. Donc, tout ça, ça met en équation. Et vous allez calculer l'image, par exemple, d'un disque de gaz qui tourne autour d'un trou noir. Et ça va être complètement déformé par la présence même du trou noir. Donc, c'est ce que j'ai fait en 1978. J'ai fait ce calcul-là avec l'ordinateur de l'époque, les cartes perforées, ce genre de choses. Voilà. Il n'y avait même pas de logiciel d'ailleurs informatique permettant de traduire le tableau de chiffres que j'obtenais. Enfin, j'avais calculé une sorte de plaque photographique virtuelle que l'on mettait à une certaine distance du système, un trou noir entouré d'un disque de gaz brillant. Et donc j'avais des tableaux de chiffres me disant l'intensité lumineuse en chaque point de la plaque. Voilà. Et j'avais finalisé le tableau à la main, en traçant à la main. Alors c'est l'époque où je faisais beaucoup de dessins à l'encre de Chine. Je commençais à faire de la gravure et ce genre de choses. Donc j'étais assez à l'aise dans la manipulation de l'encre de Chine. Et je me souviens, j'avais pris une grande feuille de papier transparent, papier canson, et j'avais tracé à la main 10 000 points noirs avec des régions, enfin, un nombre de points proportionnel par unité de surface proportionnelle à l'intensité du flux lumineux que me donnait mon calcul d'ordinateur. Donc c'est un travail qui m'avait à peu près deux soirs chez moi, je me souviens. Là. Après, ça me servait de négatif de la plaque photo. J'ai pris le négatif du négatif pour faire le positif. Et il y a eu cette image donc, que j'ai publiée en 1979. Un trou noir. On voyait un œil noir. Entouré donc d'un halo lumineux déformé qui montrait le disque de gaz avec des déformations spatiales et temporelles. D'ailleurs, c'est l'époque aussi où je m'intéressais beaucoup à la poésie, et je m'intéresse toujours, bien entendu. J'ai écrit dans les années 90 une anthologie qui s'appelle Les poètes de l'univers, qui représente un petit peu la façon dont les poètes de tous les temps et de tous les pays ont pensé l'univers. Voilà. Et notamment, il y a Gérard de Nerval qui a écrit un texte extraordinaire qui apparemment n'a rien à voir avec l'univers. Ça s'appelle Le Christ au mont des Oliviers. Il décrit l'agonie du Christ sur la croix. Mais il y a deux strophes que j'ai découvertes peu après avoir calculé cette image de trou noir où on voit un œil noir au centre, entouré d'un halo de lumière. Et Gérard de Nerval, pour de toute autre raison, c'est une époque où il ignorait totalement les trous noirs, c'était beaucoup trop tôt. Gérard de Nerval a écrit ces deux strophes, si ma mémoire est bonne, en cherchant l'œil de Dieu. Je n'ai vu qu'un orbite vaste, noir et sans fond, d'où la nuit qui l'habite rayonne sur le monde et s'épaissit toujours. Un arc-en-ciel étrange entoure ce puits sombre, seuil de l'ancien chaos dont le néant est l'ombre, spirale engloutissant les mondes et les jours. Ça, c'est fabuleux, c'est l'intuition du poète pour décrire ces phénomènes qui sont à la fois, il y a un écho entre les phénomènes astronomiques et puis les phénomènes qui sont en nous, notre cosmos intérieur. Il résonne avec le cosmos extérieur. C'est une phrase que Gaston Bachelard a écrite de façon magnifique, où il parlait de la double profondeur du cosmos et de l'âme humaine. D'ailleurs, dans mon écriture poétique, j'ai publié une dizaine de recueils de poésie. J'essaie toujours de faire justement ce miroir entre le cosmos extérieur
et les émotions humaines, notre cosmos intérieur, les émotions humaines qui ne peuvent pas être décrites par la science, heureusement, mais par la poésie, oui. Voilà. Donc je reviens à mon histoire de trou noir. Donc je publie ça en 1978, 1979. Donc c'est ça qui commence effectivement à me faire reconnaître en tant que chanson musicien dans le monde entier. Puis après, je continuais à travailler sur d'autres aspects sans plus vraiment poursuivre ces travaux d'imagerie. J'avais fait ça, j'avais été le premier, c'était bien, voilà, voilà. Et à l'époque, je n'imaginais pas que de mon vivant, on puisse avoir des moyens observationnels pour effectivement faire prendre ce genre de clichés. L'une des raisons, c'est très simple, hein, c'est que les trous noirs, en fait, c'est des objets extrêmement condensés, et ils sont rares, donc ils sont loin. Donc essayez de voir un trou noir normal. Un trou noir normal, c'est un trou noir distellaire qui se forme par l'effondrement du cœur d'une étoile massive. Il doit y en avoir des millions, rien que dans notre galaxie. Le plus proche, il est à 1000 années-lumière. Donc si vous voulez le voir, c'est essayer de voir à l'œil nu une bactérie sur la Lune. Donc c'est même pas la peine d'y penser, évidemment. Bon, alors à l'époque, dans les années 70, les astronomes commencent à soupçonner qu'il puisse y avoir des trous noirs géants. C'est-à-dire au lieu d'être stellaires, leur masse sont des millions ou des milliards de fois la masse du Soleil. Et leur taille est en proportion. Donc les trous noirs deviennent beaucoup plus gros, sauf qu'ils sont beaucoup plus loin. Et donc à l'époque, on commençait à soupçonner l'existence d'un trou noir géant possible au centre d'une galaxie lointaine, qui s'appelle Messier 87. Un trou noir de 5 milliards de fois la masse du Soleil. Mais vu à la distance à laquelle il est, l'équivalent, ce serait l'équivalent d'une pièce de monnaie placée sur la Lune. Aucun télescope terrestre, même les télescopes spatiaux, on parle du James Webb Telescope pour ceux qui s'intéressent, le Hubble Space Telescope, sont très très loin d'avoir cette finesse de vue. Donc c'est pour ça que moi, à l'époque, je ne pensais pas que ce soit possible. Sauf que la technique progresse. Moi, je ne suis pas du tout dans les observations, vous savez, je vous dis, je suis intéressé. Moi, entre-temps, j'avais calculé d'autres trucs, j'avais calculé par exemple un phénomène assez marrant, la façon dont une étoile frôlant un trou noir géant est détruite par des forces gravitationnelles. Et j'avais calculé, toujours pareil à l'ordinateur, enfin, d'abord les équations, puis l'ordinateur, la façon dont elles étaient détruites. J'avais montré j'avais prédit qu'elles devaient être, dans un premier temps, aplaties dans leur plan orbital, sous forme d'une sorte de crêpe gazeuse qui finissait par exploser. J'avais publié toute une série d'articles, notamment dans la revue Nature, j'appelais ça les crêpes stellaires flambées. Voilà. Ça a été découvert quelques années après. Voilà. Donc voilà le genre de travail que je m'amusais à faire. Et pour en revenir à cette image de trou noir, donc entre-temps, à partir des années 2000, des astronomes, des vrais astronomes, c'est-à-dire des radioastronomes, ont compris qu'en observant le ciel dans les ondes radio, on pouvait construire des radiotélescopes par petits bouts, c'est-à-dire utiliser un réseau de radiotélescopes placés sur la planète entière, les faire fonctionner ensemble pour avoir l'équivalent d'un radiotélescope unique ayant la taille de la planète. Évidemment, quand vous augmentez la taille du télescope, vous augmentez la finesse de vue. Et ils avaient calculé, après avoir lu mon article, sans que je le sache d'ailleurs à cette époque, parce que moi je travaillais sur les univers chiffonnés à cette époque, voilà, ils avaient lu mon article, ils s'étaient dit, mais Messier 87, parce qu'à la fin de mon article, je me souviens, je disais, si un jour, on peut observer ce genre de choses, ce sera peut-être le trou noir de Messier 87. Bon, voilà. Et donc, ils commencent à réfléchir à ça, et ils mettent ils mettent au point un projet extraordinaire qui s'appelle Event Horizon Telescope, le télescope de l'horizon des événements. Ce nom un petit peu bizarre vient du fait que le nom que l'on donne à la surface d'un trou noir, la surface immatérielle d'un trou noir, c'est horizon des événements, Event Horizon en anglais, pour bien spécifier que tout ce qui se passe dans le trou noir est caché, d'ailleurs un horizon est caché à la vue des observateurs que nous sommes, derrière un horizon, qui est la surface du trou noir. Bon, peu importe. Donc il calcule que en ayant un réseau de radiotélescopes de la taille de la planète, on arriverait juste à la résolution équivalente à une pièce de monnaie sur la Lune. Donc ils mettent 17 ans pour organiser le réseau. Ils font des observations en 2017. Après, j'utilise pendant 2 années les meilleurs supercalculateurs de la planète pour mettre ensemble les milliards de petits bouts d'informations. Les radioscopes ne prennent pas de photos, ils prennent des bits d'informations. Mais ces milliards d'informations pour reconstituer une image avec des logiciels ultra sophistiqués. Et la première image est sortie au mois d'avril 2019.
Et c'était le trou noir au centre de Messier 87. Et qu'est-ce qu'on y voit? Un œil noir entouré d'une couronne lumineuse qui ressemble seulement à ce que j'avais calculé. Voilà. Et puis plus récemment, le trou noir géant le plus proche, c'est celui qui est au centre de notre galaxie. Il s'appelle Sagittarius A étoile, et l'image a été donnée il y a moins d'un an, au mois de mai 2022. Pareil, un œil noir entouré d'une couronne lumineuse. Donc on est dans un processus actuel où on commence à pouvoir observer télescopiquement ces objets étranges qui ont soulevé effectivement tant de débats et qui laissent encore un certain nombre de personnes sceptiques, y compris dans le monde des chercheurs. Mais c'est vrai que là, ça devient de plus en plus quasiment impossible, effectivement, de nier l'existence physique de ces objets. Voilà un petit peu cette aventure qui n'est pas terminée d'ailleurs, mais qui illustre, je répète également, la puissance et qui explique aussi la fascination que l'on peut avoir pour ce métier du physicien théoricien qui utilise des équations et des modèles pour prédire des phénomènes en espérant, ou pas d'ailleurs, je n'espérais pas pratiquement à l'époque, qu'un jour on ait les moyens expérimentaux de vérifier les hypothèses que l'on fait. Après, on ne retient dans l'histoire que les succès, parce qu'il y a énormément de jolies choses qui ont été inventées qui ne marchent pas, donc on les oublie. On ne retient que les succès. Et on a beaucoup parlé pendant cette soirée, notamment des erreurs qui peuvent être faites, et on y croit au moment où elles sont émises. Pensez-vous qu'il y ait aujourd'hui des théories auxquelles tout le monde croit et qui pourraient, dans quelques décennies ou dans quelques siècles, être discréditées? Alors, ce que je sache, il n'y a aucune théorie auquel tout le monde croit, et heureusement. Hein. Il y a des consensus, simplement. Un consensus, ça veut dire que on adopte la communauté, pas tout à fait dans son ensemble, mais presque, il y a un consensus, adopte le modèle le moins mauvais, ou le meilleur, celui qui, voilà, marche le moins mal avec les observations. Mais heureusement, il y a toujours des esprits un peu frondeurs qui remettent, qui grattent un petit peu et disent, mais est-ce que c'est sûr? Donc, il y a effectivement, il reste encore des opposants au trou noir. Qui avancent leurs arguments. C'est de plus en plus difficile pour eux, effectivement, avec ces choses nouvelles qui arrivent, parce que dans mon livre, Les trous noirs en 100 questions, où je fais vraiment le bilan, c'est mon troisième livre sur les trous noirs, parce qu'en fait, le premier livre sur les trous noirs, de vulgarisation, c'est moi qui l'ai écrit aussi, c'est en 1987. C'est un éditeur qui m'a demandé, voilà, il n'existe aucun livre pour le grand public sur les trous noirs, est-ce que vous pouvez l'écrire? Donc, effectivement, ça a été mon premier livre en 1987. Après, 20 ans après, c'était en 2006, je me suis dit, il y a tellement de choses nouvelles qui ont été faites, j'ai fait une version largement développée. Bon, s'il n'est pas là, ça s'appelle Le destin de l'univers, trou noir et énergie sombre. C'était en 2006. Depuis 2006, il s'est passé des trucs incroyables dans la recherche des trous noirs. Il y a eu par exemple la découverte de ce qu'on appelle les ondes gravitationnelles, émises par des collisions entre trous noirs. C'était aussi prédit théoriquement, mais là, on a des expériences, et ainsi de suite. Il y a ces images télescopiques. Donc, je me suis dit, il faut absolument réactualiser, d'où ce dernier ouvrage qui s'appelle Les trous noirs en 100 questions, que j'ai structuré très différemment pour qu'il soit lisible par le maximum de personnes, y compris les jeunes, parce que je tâche une grande importance à l'éducation des jeunes également, qui s'intéressent, il y en a beaucoup qui s'intéressent à ce sujet. Heureusement, tous n'ont pas le nez dans leur smartphone, heureusement. Voilà. Et donc, je l'ai divisé en 100 questions, 100 questions qu'on va poser au cours des années, les innombrables conférences que j'ai, des centaines de conférences que j'ai faites sur les trous noirs, il y a toujours des questions qui viennent à la fin, qu'est-ce qu'il y a au fond, etc. Et donc voilà, j'ai trié ces 100 questions avec des réponses très courtes. C'est absolument actualisé. Et dans les prochaines décennies, que ce soit sur les trous noirs ou en astrophysique en général, à quelle grande décennie peut-on s'attendre? À quelles grandes avancées, pardon, peut-on s'attendre dans les prochaines décennies? Alors c'est toujours un petit peu délicat de faire de la prospective parce qu'on aimerait avoir. Alors, il y a encore aujourd'hui des grandes questions qui ne sont pas résolues. Vous avez peut-être entendu parler, si vous vous intéressez au sujet, des questionnements que l'on a sur le fait que l'univers visible, avec les étoiles, les galaxies, etc., ne représente qu'un pourcentage extrêmement faible du véritable univers. L'univers est essentiellement gouverné par des formes de matière et d'énergie qu'on appelle matière noire, l'énergie sombre, que l'on ne voit pas parce que ça n'émet pas de lumière, mais qui agissent par leur gravitation et qui gouvernent réellement. Il y a plus de 95% le contenu matériel énergétique de l'univers, c'est sous forme noire, sous forme sombre. Mais on arrive à retracer l'existence de ça par les mouvements que leur influence gravitationnelle imprime sur la matière lumineuse. Mais ça fait débat.
Donc il y a des hypothèses sur qu'est-ce que c'est la matière noire, de quoi elle est constituée, quel type d'objet, quel type d'astre, quel type de particules élémentaires, peut-être, ce genre de choses. Pareil avec cette énergie sombre qui semble accélérer la vitesse d'expansion de l'univers. On a plusieurs hypothèses. Est-ce que c'est l'énergie du vide, ce genre de choses, etc. Donc il y a débat. Et le débat n'est pas résolu. Donc il y a un débat très intéressant. Hein. Ce qui fait la richesse de la recherche scientifique, ce sont les débats, précisément. Après, quand ça se fige parce qu'il y a un trop grand consensus, enfin, je le répète, c'est vraiment le débat qui est intéressant. Donc voilà, il y a plein de questions donc, qui sont pendantes et qui ne sont pas encore résolues. Puis vous avez mentionné tout à l'heure la question peut-être la plus profonde, c'est sommes-nous seuls dans l'univers? Comme je lui ai dit tout à l'heure, la question n'est absolument pas résolue et on ne sait pas si... on ne pourra jamais montrer que nous sommes seuls, parce que l'absence de preuve n'est pas la preuve de l'absence. L'absence de preuve n'est pas la preuve de l'absence, n'est-ce pas? Voilà. Mais en revanche, effectivement, la découverte d'une seule bactérie fossile martienne ferait basculer effectivement la réponse vers oui. Il y a la pluralité des mondes habités. Je voudrais vous poser une dernière question avant de passer aux questions du public. Vous dites dans Les Nuits étoilées de Van Gogh que notre société perd le sentiment cosmique. De quoi voulez-vous parler? Ben, tout simplement, les éclairages empêchent de voir le ciel maintenant, surtout dans les villes évidemment. Bon, en Provence, on reste encore relativement privilégié, parce qu'il suffit d'aller dans la campagne, on voit le ciel. Pas aussi bien qu'on le voyait à l'époque de Van Gogh, bien entendu. Mais voilà, et donc c'est ce que j'appelle la perte du sentiment cosmique, c'est le lien que l'on a, le lien profond que l'on peut sentir avec l'univers. Alors, on a d'autres liens qui ont été découverts par l'astrophysique du XXe siècle, le fait de la belle phrase « nous sommes poussière d'étoiles », ce n'est pas de la poésie, c'est de la compréhension très profonde de l'origine des atomes qui nous constituent. Tous les atomes qui nous constituent, nous savons qu'ils ont été fabriqués, forgés dans le cœur d'étoiles qui ont aujourd'hui disparu, elles ont explosé, ce genre de choses, elles ont ensemencé le cosmos, des atomes qu'elles ont produits, et donc chaque atome de nos corps et de toutes choses, c'est des atomes qui ont été fabriqués par des générations d'étoiles, il y a des milliards d'années, qui ont ensemencé le cosmos. Donc ça, c'est un lien extrêmement profond, mais c'est un lien relativement intellectuel d'une certaine manière. Mais simplement, sans avoir nécessairement ces connaissances, de la même façon que le berger de l'Antiquité, ou même pas de l'Antiquité, est sous la voûte étoilée, on a un sentiment extraordinaire. On a ce cosmos, cette voûte céleste, ce firmament au-dessus, c'est beau, et on se pose la question, comment c'est organisé, et qu'est-ce que je fais là-dedans? Donc on arrive toujours à ces trois grandes questions. Qui sommes-nous? Devenons-nous? Où allons-nous? D'ailleurs, entre parenthèses, c'est le titre d'un tableau que Paul Gauguin, on en revient à Van Gogh et Gauguin, a peint en 1896 aux îles Marquises. Voilà. Ben, qui sommes-nous? Pose la question justement de la singularité ou pas de la vie dans l'univers. D'où venons-nous? C'est la question des origines, d'où on vient. D'où émerge la vie? Comment se sont formées les planètes? Comment se forment les étoiles? Et l'univers s'est-il formé au moment du Big Bang? Et où allons-nous? C'est au contraire le destin futur des objets de l'univers. La Terre qui va finir par être engloutie par le Soleil devenu une géante rouge dans 5 milliards d'années, l'univers qui ne cesse de se dilater. Donc voilà, donc l'astrophysique et la cosmologie commencent à apporter des éléments de réponse, mais à ces questions qui résonnent de façon extrêmement profonde en nous. Donc c'est un petit peu ça le sentiment cosmique, juste une perception qui peut être purement lyrique, poétique, hein, sans rentrer dans des détails scientifiques, qui nous fait sentir un lien. Mais quand vous n'avez jamais vu le ciel, quand vous vivez que vous n'êtes jamais sorti de banlieue parisienne, vous n'avez jamais vu les étoiles, vous avez vu la Voie lactée. Vous n'avez même pas vu la Voie lactée. Voilà. Donc c'est ça, effectivement, que j'appelle la perte du sentiment cosmique. C'est illustré d'ailleurs dans le livre, la terrasse de café à Arles. Rien n'a changé, sauf que maintenant, ils ont mis des réverbères, projecteurs puissants. Et donc, on va la nuit à Arles, on regarde dans la direction du ciel, on est ébloui par les projecteurs, on ne risque pas de voir la constellation du Verseau. Voilà. Merci Jean-Pierre Je Luminet. vous en prie. Oui, c'est parti un petit peu dans tous les sens, mais bon, c'est comme la nature. Hein.
Nous allons passer à un temps de questions du public. Un micro va circuler. Alors, Monsieur Luminet, merci. En vous écoutant, j'ai eu l'impression de retrouver mes professeurs, entre autres quand je déroulais les équations, qu'on va d'un point à un autre et on est guidé par l'équation. Je voudrais revenir sur l'histoire de la vie. De la vie parce que, en fait, les choses, ces derniers temps, ont beaucoup changé. Oui. Ils ont beaucoup changé parce qu'on n'avait pas d'observation, où les observations étaient gardées secrètes. En France, le CNES, le service national qui est chargé d'envoyer des fusées dans l'espace, en 1977, a mis un service en place pour observer les phénomènes dits incompréhensibles. Le GEPAN. Ouais. Alors, ce n'est pas encore le GEPAN. Ouais. Le GEPAN est arrivé ensuite et il y a un des directeurs qui a mis en place une méthodologie pour séparer les phénomènes qu'on pouvait expliquer, les retombées d'objets célestes comme des fusées, qui en l'occurrence ne devraient pas retomber chez nous parce qu'aujourd'hui, ils devraient retomber dans le Pacifique. Mais bon, les Chinois ne respectent pas. Ils nous font tomber ça n'importe où. Et par exemple, des ballons-sondes qui sont purement humains et des objets qu'on n'arrive pas à expliquer. Jusqu'à présent, on a juste des commentaires ou de mauvaises photos. Des commentaires de jeunes qui racontaient des arrivées d'objets au milieu des champs, où c'est l'un des premiers sujets qui a vraiment animé la presse. Et ensuite, on a eu tout un tas de choses, des militaires qui ont vu autour du Transal des objets incompréhensibles voler autour d'eux, mais toujours sans preuve. C'était uniquement des éléments, je dirais, subjectifs. Tout simplement, tout ça était gardé plus ou moins secret parce que ça s'adressait aux militaires qui craignaient que ce soit des ennemis potentiels qui nous envoient des objets incompréhensibles. Les choses se sont libérées là récemment parce que les États-Unis ont mis en ligne tout un tas de vidéos qui ont été prises par des avions de chasse, entre autres des avions de chasse qui étaient sur des porte-avions nucléaires et qui ont été envoyés par les radars sur un lieu et qui ont observé des objets. Alors, ce qui est intéressant... Vous pouvez poser votre question. Je vais vous poser la question parce que ce que vous dites, vous avez été aussi long, mais je voudrais qu'on revienne même sur la technique. Ce qui est impressionnant, c'est que tout ce que vous avez calculé, autrement dit avec Einstein, avec toutes ces théories, sont remises en cause parce que ces objets sont des objets qui ne suivent pas la mécanique traditionnelle. C'est des objets qui tournent de façon perpendiculaire à forte vitesse, perpendiculaire, avec des accélérations invraisemblables, mais qui sont tout de même observables au radar. Dernière chose, ils sont capables de passer d'un espace à un autre, c'est-à-dire de l'air dans l'eau, sans aucun impact, ni aucun frottement. Donc toutes ces théories-là, tout ce qui est observable, ne s'explique pas par le scientifique aujourd'hui. Donc quand je vous entends dire qu'il y a des études très pessimistes, je suis un peu surpris parce qu'on voit que partout, au contraire, la presse donne des preuves matérielles de ça, de l'existence d'objets qu'on n'arrive pas à comprendre et qui ne sont pas de notre espace. Alors, j'aimerais savoir pourquoi, à votre avis, l'espace scientifique s'obstine à refuser de voir les évidences. Voilà, donc c'est ça votre question. Voilà. Alors là, d'abord, vous parlez d'une forme de vie extrêmement particulière, qui, en l'occurrence, non pas les formes de vie possibles les plus usuelles dont j'ai parlé, qui seraient les bactéries, mais des formes de vie évoluées et extrêmement évoluées, et même beaucoup plus évoluées, en tout cas sur le plan technologique que nous, puisqu'elles auraient découvert les secrets du voyage spatio-temporel pour nous rendre visite sous la forme des ovnis, des objets volants non identifiés. Voilà. Alors, c'est un sujet qui est apparu dans les années 30 ou 40, même si après, dans l'histoire, on peut remonter à certaines visions, un certain récit plus ancien, faisant l'état d'apparition un petit peu bizarre dans le ciel. Et puis donc le sujet connaît un petit peu des vagues, des hauts, des bas, etc. À certaines époques, il y a des vagues
de supposés ovnis, etc. Donc, comme vous le savez, comme vous l'avez dit, effectivement, il y a des organismes, notamment en France, le GEPAN, puis ailleurs dans d'autres pays, qui ont essayé de fonder des méthodologies, de forger des méthodologies d'études de ces phénomènes non expliqués. Beaucoup sont effectivement expliqués par des phénomènes naturels, etc. Puis il reste effectivement un certain nombre de phénomènes inexpliqués dans l'état actuel des choses. Voilà. Plus récemment, vous y avez fait allusion, il y a des observations, il y a des choses qui ont été effectivement rendues publiques par l'armée américaine, d'observations qui sont faites. C'était déjà documenté dans plusieurs ouvrages que j'avais lus à l'époque, là, d'observations d'engins bizarres, apparemment en faisant des accélérations extraordinaires, enfin impossibles selon la technologie de l'époque. Alors, je vous arrête tout de suite, ce n'est pas forcément du tout incompatible avec la théorie de relativité générale d'Einstein. Le voyage qui est interdit, c'est le voyage supraluminique, c'est-à-dire le voyage à des vitesses supérieures à la vitesse de la lumière. C'est interdit pour de bonnes raisons, ce n'est pas une interdiction stupide qui un jour sera abandonnée parce que la science progresse, c'est simplement enfin, dans la logique de la structure de l'espace-temps. Mais on a des modèles, j'en parle d'ailleurs dans l'ouvrage sur les trous noirs, de possibilités de distorsion spatio-temporelle de l'espace-temps naturelle prédite par la relativité qu'on appelle des trous de verre, des wormholes, qui ont beaucoup été utilisés d'ailleurs dans la science-fiction, dans des films comme Interstellar ou dans des séries comme Stargate, ce genre de choses, voilà, qui peuvent effectivement offrir une possibilité de voyager dans l'espace-temps, entre les étoiles, en empruntant des sortes de raccourcis spatio-temporels. Alors maintenant, si l'on croit à la réalité de ces observations que vous mentionnez, ben, de deux choses l'une, ce serait formidable, moi j'aimerais y croire. J'aimerais y croire. Si vous voulez mon avis, pour l'instant, ce n'est pas suffisamment convaincant pour moi. Voilà. Mais j'aimerais penser qu'effectivement, il y a des formes de vie avancées dans l'univers qui éventuellement nous rendent visite. Je se pose des questions, d'ailleurs, ce qu'on est en train de faire en ce moment. Mais enfin bon, ça c'est une autre histoire. Alors, ça veut dire que soit elles ont découvert des lois de la physique, développé des lois de la physique, donc commençons à avoir une intuition, comme les trous de verre, ou alors d'autres lois de la physique que nous n'avons pas encore découvertes. C'est tout à fait possible. À cet égard, ce serait drôlement intéressant pour les physiciens. Maintenant, il y a effectivement une réticence un peu naturelle. Il y a une sociologie de la recherche scientifique aussi. Une réticence naturelle de la plupart des scientifiques devant ces phénomènes-là, parce que pour la plupart, ces observations ne sont pas suffisamment convaincantes pour être totalement crédibles. Mais le sujet n'est pas complètement laissé de côté. Donc je ne peux pas développer plus ce sujet-là. Ça reste effectivement quelque chose d'assez fascinant d'imaginer qu'il puisse y avoir effectivement des civilisations technologiquement très avancées qui voyagent entre les étoiles et de temps en temps puissent nous rendre visite. Voilà. Simplement, ce que je voudrais dire à titre personnel, pourquoi je suis dubitatif, pas seulement sur le fait qu'on peut interpréter des images, des vidéos de différentes façons, c'est que pour qu'il y ait une civilisation interstellaire capable de se déplacer comme ça, donc, dans l'espace pour visiter l'un, il faudrait une coïncidence absolument incroyable, une coïncidence spatiale et temporelle. Il faudrait que ces civilisations soient à la fois contemporaines de nous, enfin, soient proches dans l'espace, pour éviter d'avoir vers des millions d'années-lumière de déplacement, et puis également soit à peu près au même stade d'avancement technologique que nous. Voilà. Et quand on voit que le stade technologique atteint par l'humanité se mesure simplement à l'échelle du siècle sur une durée de la vie de 3,8 milliards d'années, arriver à cette coïncidence à la fois d'une planète relativement proche où se serait développée cette civilisation, donc pas trop loin de nous, dans les parages de notre galaxie, et puis quasiment contemporaine dans l'histoire, alors que la planète a pu se former des centaines de millions d'années avant, c'est malheureusement
extrêmement improbable. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas chercher. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, le projet des années 70 qui s'appelait Search for Extraterrestrial Intelligence, SETI, essayait de capter par des radiotélescopes des ondes radio provenant de ce genre, évidemment, de civilisations avancées. Malheureusement, aucun signal pour l'instant n'a été détecté. Donc voilà, donc le sujet des ovnis, c'est un sujet qui reste très controversé. Il est passionnant, il est fascinant, mais voilà. Donc, pour finir, une petite parenthèse, une petite anecdote. Il y a 2 ans, ou 2 ou 3 ans, il y a eu une série sur Canal+, qui s'appelait OVNI. Ça vous dit quelque chose? Vous avez vu cette série-là? Hein? C'est une série qui racontait, en 2 saisons, qui racontait justement la naissance de cet organisme créé par le CNES du GEPAN, donc elle se passe dans les années 70. On m'avait demandé d'être conseiller scientifique de cette série-là, alors que je n'étais pas du tout spécialiste de la question. Je m'intéressais comme beaucoup, mais sans plus. Donc j'ai accepté parce que les acteurs étaient très sympathiques, les scénaristes étaient très sympathiques, etc. Donc j'ai un petit peu collaboré au scénario, pas grand-chose. Et puis seulement pour la chose amusante, dans la 2e saison, je ne sais pas si vous l'avez vu, dans la 2e saison, il y a un épisode où il y a un jeune acteur qui joue mon rôle. Il s'appelle le Luminé dans la série, parce que tout simplement, la scène se passe en 1978. L'image du trou noir que j'ai calculé en 1978, ça ressemble à une soucoupe volante, en fait. Voilà. Et donc, simplement, dans le scénario, c'est pas moi qui ai suggéré l'idée, mais les scénaristes, ils se sont dit, ce serait marrant, finalement, de faire intervenir dans le scénario celui qui croit dur comme fer à ses apparitions. Il comprend que c'est peut-être un trou noir qu'il a vu et non pas une soucoupe volante. Et donc, ils ont décidé de faire un jeune acteur qui jouait le rôle à l'âge où j'avais à cette époque-là, et qui sort l'image du trou noir qui montre à l'écran. Petite anecdote amusante sur la relation entre le trou noir, ma petite histoire, et puis les ovnis. Bon, c'était un peu long comme question et comme réponse, on va essayer de faire au plus bref. Je vais m'efforcer à... C'est bon? Je vais m'efforcer d'être court dans ma question. Oui. Après, vous aurez toute l'attitude de faire comme vous voulez. Mais en tant que scientifique, à chaque fois que j'ai l'occasion de rencontrer un scientifique, vous préférez d'ailleurs le mot savant, j'ai noté au début, mais c'était un petit peu de l'humour, j'imagine. Hubert Reeves, par exemple, à qui je l'ai posé, Claude Allègre, pas Al Gore, bien sûr, Chauvin, bien sûr. À chaque fois que j'ai posé la même question, j'ai eu des réponses différentes. Et ce qui m'intéresse ce soir, peut-être les autres aussi, ça les intéresse, c'est de savoir, dans ce qu'on prétend actuellement d'un changement climatique, le GIEC, créé par Al Gore, avec des intérêts au départ qui étaient différents que scientifiques, je ne parle pas du tout de pollution. Là, on s'entend très bien. Il y a quand même 400 scientifiques qui se sont réunis récemment pour publier des avis tout à fait contraires. Et donc, que pensez-vous, et la question est finie, que pensez-vous de la prétention de l'homme à travers les millénaires et les centaines de millénaires et ce qu'a vécu la Terre par rapport à toutes les transformations qu'elle a eues, et encore récemment, quelques milliers d'années, des famines dont nous avons l'histoire relatée, que pensez-vous de notre prétention au niveau de ce qu'on pense être à l'origine du changement climatique, et je le redis bien, pas de la pollution? Oui. Alors la question n'est pas si courte que ça, donc je vais essayer de faire une réponse brève. Il y a un changement climatique. Je préfère le terme de changement à réchauffement parce qu'il y a des régions qui ne se réchauffent pas du tout. Hein, voilà. Donc c'est un changement climatique avec des choses beaucoup plus extrêmes, beaucoup plus de tempêtes, de cyclones, etc., etc. Donc la grande question, effectivement, quelle est la part de l'activité humaine là-dedans? Alors il y a des enjeux derrière financiers, écologiques, politiques, tout un ensemble idéologique, tout un ensemble de choses qui biaisent beaucoup le débat. Alors c'est vrai qu'il y a ce fameux organisme, le GIEC, qui est un groupe de scientifiques, de climatologues, qui affirme que une partie importante du changement climatique est due à l'activité humaine. Et après, il y a d'autres scientifiques qui disent à juste titre que les climats sont des phénomènes extrêmement complexes selon l'échelle de temps sur lesquelles on les regarde. Vous savez, je vais essayer quand même de faire court, on a d'abord ce qu'on appelle la théorie astronomique des climats. La théorie astronomique des climats décrit les variations climatiques de la planète, mais sur des échelles de plusieurs
milliers ou dizaines de milliers d'années en fonction de phénomènes purement astronomiques qui sont liés à la variation de la taille de l'orbite terrestre, à l'axe de la variation de l'inclinaison de l'axe de rotation de la Terre, et un troisième phénomène, selon des cycles astronomiques que l'on connaît très bien et qui s'imbriquent les uns dans les autres. C'est une théorie qui a été proposée au début du XXe siècle par un savant yougoslave qui s'appelait Milankovic, une théorie magnifique et qui permet, parce qu'elle est magnifique, parce qu'elle marche très bien, pour expliquer à reculons toutes les grandes périodes de glaciation qui sont effectivement, qui ont eu lieu. Bon, ça c'est les échelles longues. Après, vous avez des échelles intermédiaires qui sont liées cette fois-ci à la variation de l'activité du Soleil. Ça, c'est des échelles de quelques siècles. Le Soleil obéit à un cycle d'activité magnétique qui est variable. On a des cycles de 11 ans, et puis il y a certains cycles qui se succèdent qui sont plus faibles que d'autres. Et on a constaté, toujours avec des analyses historiques, etc., qu'il y a eu des périodes relativement récentes de l'histoire de l'humanité où il y a eu, alors non pas des réchauffements, mais plutôt des refroidissements, voilà, dus à une faiblesse de l'activité solaire. Donc, après, sur les échelles plus courtes de quelques décennies, il y a effectivement l'injection de gaz à effet de serre, tout un ensemble de choses. Et là, il est évident que l'activité industrielle humaine contribue. Voilà. Le problème, c'est d'évaluer à quel niveau ça contribue. Ces cycles s'imbriquent les uns dans les autres, ce n'est pas évident. Donc, actuellement, prévaut une sorte de principe de précaution. Autant ne pas aggraver. On n'est pas complètement sûr, effectivement, que l'activité humaine soit le principal facteur de ce qui se passe actuellement. Mais le principe de précaution dit, si jamais c'était le cas, n'aggravons pas les choses, donc essayons de prendre des mesures. Voilà. Après, le sujet est bien compliqué. On a tendance à l'instrumentaliser à d'autres fins. Voilà. Par exemple, c'est bien de dire de sauver la planète. C'est un terme, par exemple, que je trouve absurde. Parce que la planète n'a rien à faire de l'espèce de la petite couche de vivants. On ne va pas sauver la planète. Ce qu'on va sauver, c'est notre petit confort, mode de vie occidental, ce genre de choses, éventuellement en prenant des restrictions énergétiques, ce genre de choses. Bon, je ne veux pas rentrer dans ces sujets-là. Merci. D'autres questions? Merci. Moi, je suis venu ici totalement profane, donc vous m'avez éclairé. Peut-être que ce n'est pas un hasard avec le nom de famille que vous avez. Et justement, cette notion de hasard, je voulais explorer un peu avec vous au travers de vos différentes sensibilités poétiques, artistiques et scientifiques. Quel sens vous accordez au hasard? Votre question, c'est quel sens j'accorde au hasard? Oui. Oui, il faut arriver à définir le mot hasard. L'émergence, bon, moi je place au-dessus de tout ce que j'appelle la créativité. Donc elle peut être artistique, la créativité scientifique, ce genre de choses. Et pour moi, la créativité, c'est la conjonction entre une petite part de hasard et d'imagination. Au départ, il y a l'imagination. Une petite part de l'imagination peut venir de certaines formes de hasard. Encore, je le répète, il n'est pas évident de définir le hasard. Mais par exemple, il y a une imagination onirique qui est très importante. D'ailleurs, dans le livre sur Van Gogh, je commence par une citation de Bachelard que je trouve extraordinaire. Je ne résiste pas au plaisir de vous la lire parce qu'au moins, vous aurez quelque chose de concret. Gaston Bachelard écrit ceci. C'est en rapport avec la vie onirique. Dans quel espace vivent nos rêves? Quel est le dynamisme de notre vie nocturne? L'espace de notre sommeil est-il vraiment un espace de repos? N'a-t-il pas plutôt un mouvement incessant et confus? Sur tous ces problèmes, nous avons peu de lumière parce que nous ne retrouvons le jour venu que des fragments de vie nocturne. Ça, c'est très fort. Et il continue. Un jaune de Van Gogh est comme un or alchimique, un or butiné comme un miel solaire. Ce n'est jamais simplement l'or du blé, de la flamme ou de la chaise de paille. C'est un or à jamais individualisé par les interminables songes du génie. Les interminables songes du génie. Il n'appartient plus au monde, mais il est le bien d'un homme, le cœur d'un homme, la vérité élémentaire trouvée dans la contemplation de toute une vie. Je trouve que c'est absolument sublime et ça répond aussi en partie à votre question sur cette conjonction.
de la vie onirique avec une part de hasard dans les rêves que nous faisons, même si après, les psychanalystes vont vous dire qu'il n'y a pas de hasard dans la vie onirique, mais bon. Et puis après, à l'état de veille, l'imagination qui s'envole. Et puis après, il y a un travail de mise en forme et de mise en structure. Voilà. Donc ça marche aussi bien pour le peintre de génie comme Van Gogh que pour la créativité scientifique. Et j'attache une importance fondamentale justement à ce lien étroit entre le rêve, l'imagination et la construction. Bon, j'aurais deux questions. La première, c'est quand vous parlez des atomes de l'espace, enfin des planètes et les nôtres à l'intérieur de nous, est-ce que vous faites allusion à la cosmogonie? Est-ce que vous avez, enfin, parce que la cosmogonie, c'est quelque chose qui est venu des civilisations anciennes, etc. Est-ce que vous avez étudié ça? Enfin, est-ce que vous pensez par rapport à ça ou... Et l'autre question, c'est par rapport au trou noir, parce que bon, ça, je suis vraiment... c'est une question qui est peut-être complètement idiote. Est-ce que le trou noir, est-ce que les trous noirs seraient en lien avec le Big Bang? Alors, deux questions très intéressantes. La cosmogonie, c'est une branche de façon de penser l'univers, penser l'origine de l'univers. Les récits cosmogoniques sont des récits sur l'origine. Alors l'origine de quoi? On trouve les cosmogonies dans tous les peuples, chez tous les peuples, de toutes les époques. Alors certaines cosmogonies décrivent l'émergence de l'homme, d'autres l'émergence de la Terre, l'émergence de l'univers, de l'espace, du temps, etc. Je me suis énormément intéressé, je continue à m'intéresser aux récits cosmogoniques, extraordinairement variés, de tous les peuples et de tous les pays, au point que d'ailleurs... l'un de mes prochains j'ai 3 livres en cours actuellement. L'un d'entre eux, que je traîne depuis une dizaine d'années, mais que je vais finaliser dans les 2 années à venir, c'est une vaste anthologie qui va s'appeler précisément Les origines du monde et qui va être en fait une analyse, une mise en perspective de l'ensemble des récits cosmogoniques que l'histoire de l'humanité a forgés. D'abord les récits légendaires et mythiques que l'on trouve chez tous les peuples, et puis après les récits progressivement qui vont se structurer au cours du temps, en passant d'abord avec les philosophies, Platon, Aristote, Descartes, Kant, Leibniz, etc. Et puis après les récits scientifiques modernes autour des modèles de Big Bang. Donc c'est une histoire assez fascinante de voir comment l'esprit humain essaie effectivement de figurer tous ces récits cosmogoniques. Alors effectivement, l'histoire de l'origine des atomes qui nous constituent, qui vient des étoiles, ça c'est un acquis, c'est plus un mythe, c'est un acquis incontournable de l'astrophysique du XXe siècle. On sait que maintenant que les étoiles évoluent et elles fabriquent progressivement, surtout les étoiles massives d'ailleurs, elles fabriquent les atomes que nous connaissons tous, qui sont classés dans le tableau périodique des éléments, et tous les atomes qui sont dans le corps et dans tous les objets que nous connaissons ont été forgés, je le répète, dans des générations d'étoiles disparues depuis des milliards d'années. Donc c'est quelque chose d'assez puissant sur nos origines purement matérielles. Bon, pour la deuxième question sur les trous noirs, est-ce qu'il peut y avoir un lien entre les trous noirs et le Big Bang? A priori, ça paraît contradictoire. Le trou noir, c'est plutôt la fin de toute chose, et le Big Bang, dans les acceptions les plus simples, c'est le début de toute chose. Oui, mais sauf que avec des modèles théoriques que nous sommes en train de construire actuellement, sur des théories nouvelles qui vont marier la théorie d'Einstein avec la physique de l'infiniment petit qu'on appelle la physique quantique, il y a des idées de pistes nouvelles qui émergent. Et parmi ces pistes nouvelles, il y en a certaines qui peuvent considérer que le Big Bang n'est pas le début absolu de notre espace-temps. C'est toujours gênant de penser qu'il y a un début du temps et qu'il y aurait un avant-Big Bang. Et dans cet avant-Big Bang, il aurait pu y avoir des trous noirs qui se sont formés. Et dans ces trous noirs formés dans l'avant-Big Bang, il y aurait un trou de verre qui émerge dans un autre espace-temps. Et notre Big Bang serait la sortie d'un trou noir formé dans l'avant-Big Bang. Donc ce serait un lien possible entre notre Big Bang et les trous noirs. Voilà. Et ça reste extrêmement spéculatif.
Je parle de toutes ces questions-là dans l'un de mes ouvrages que je considère comme les plus, qui me sont le plus chers. Bon, il n'est pas là, ça s'appelle L'écume de l'espace-temps. Je l'ai publié en 2020 aux éditions Odile Jacob. Et c'est un petit peu, c'est la synthèse de tout ce que essaie de comprendre la physique, encore en construction aujourd'hui, avec ces grandes questions que vous mentionnez. Par rapport à la cosmogonie, moi j'avais entendu dire que en fait on a un lien donc avec l'univers comme par les atomes et qu'en fait on peut, enfin les gens qui utilisent cette pensée de la cosmogonie agissent en étant sur Terre, agissent sur l'univers comme l'univers agit sur nous. Enfin, il y a cette sorte de croyance comme ça. Je ne sais pas si c'est une croyance ou si effectivement on peut, par notre propre substance, être en lien direct avec les planètes, quoi. Oui, mais ça, c'est une extrapolation totalement enfin, irrationnelle. Ça ne veut pas dire que c'est totalement absurde, bien entendu. Mais pour l'instant, l'univers influe sur nous, mais nous, c'est pas notre pensée. C'est pas parce que nous sommes faits de briques fabriquées par l'évolution des étoiles qu'à notre tour, nous allons agir sur elles. Je crains que ce ne soit pas le cas. Il vaut peut-être mieux pour elle d'ailleurs, vu les bêtises que l'on fait ici-bas. Oui, 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 oui. Merci pour toutes ces questions. Tableau de Van Gogh avec le cyprès au milieu. Où peut-on voir ce tableau? Où peut-on voir le tableau de Van Gogh avec le cyprès? Oui, oui. Il est dans un musée aux Pays-Bas qui s'appelle le musée Kroller, qui a beaucoup d'œuvres de Van Gogh. Ouais, il faut aller aux Pays-Bas. Voilà. Oui, alors il y a le grand musée Van Gogh à Amsterdam. Il y a d'autres musées. Celui-là est à Otterlo. Ça s'appelle le musée Kroller à Otterlo. Aux Pays-Bas. Merci pour toutes ces questions. Je vous propose de passer dans le salon adjacent. Vous pourrez vous procurer les ouvrages de Jean-Pierre Luminet, parmi lesquels Les Nuits étoilées de Vincent Van Gogh, Les Trous noirs et Histoire extraordinaire et insolite d'astronome. Et puis d'autres ouvrages encore grâce à la librairie Le Blason qui tient la table de livres ce soir. Une dernière information pour les adhérents de l'Atelier de la langue française. Vous allez recevoir la semaine prochaine le programme de notre festival, les Journées de l'éloquence. Vous aurez la primeur des réservations pour nos événements et vous disposerez d'une semaine pour pouvoir réserver avant que les réservations soient ouvertes au public. Donc ne perdez pas de temps pour réserver pour nos différents événements. Merci à tous pour votre participation. Merci à vous d'avoir été patient. Merci Jean-Pierre Luminet.